Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Doigts dans la prise, votre podcast préféré sur la voiture électrique, la voiture autonome et surtout toutes les sornettes qui se racontent autour. L'un des rares podcasts automobiles qui ne met jamais de super samplon dans ses Rice Krispies du matin. Ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Vous l'entendez au bruit et à la fureur qui nous entoure, cet épisode est exceptionnel, car nous sommes sortis du confort ouaté et climatisé des studios de la Plaine Saint-Denis. Un épisode enregistré en public, car une fois de plus, nous sommes venus au meeting annuel des membres du Tesla Owners Club France. On vous l'avait annoncé lors du dernier épisode. Cette fois, nous ne sommes pas sur les pistes d'essai de Michelin dans le Massif central. Non, vraiment pas. Nous sommes dans le sud-ouest de la France, au cœur d'Agen, au cœur surtout de Walligator, un parc d'attractions. Donc, si vous voulez, pour vous peindre la scène, nous sommes sur une sorte d'estrade géante au cœur du parc, devant les montagnes russes, le petit train, les fontaines, le tout en plein soleil. Et c'est rien de le dire, on a battu ici des records de chaleur ces dernières 24 heures. Moi, si on m'avait dit que faire des podcasts voulait dire mettre en risque sa santé physique, peut-être que j'aurais réfléchi à deux fois. Bref, au sommaire, sans surprise, beaucoup d'actualités autour de Tesla. Tesla qui, ça y est, vient de retrouver son PDG, Elon Musk, qui semble avoir décidé que finalement, la politique, c'est pas trop son truc. Tesla, qui plus près de nous, a montré que même sur les routes les plus compliquées du cœur de Paris, ces voitures sont prêtes à rouler en toute autonomie. Aux États-Unis d'ailleurs, le constructeur devrait lancer dans les jours à venir ses premiers robots taxis. Pour autant, il n'y a pas que Tesla dans la vie, on se parlera aussi du grand concurrent BYD qui marque des points avec une petite citadine suréquipée sous la barre des 20 000 €. Vous savez, cette espèce de seuil psychologique dont on en parle depuis longtemps, on verra si ça déclenche des ventes. Enfin, on se parlera de recharge. Alors là, c'est le journal des bonnes nouvelles, avec l'arrivée annoncée de nouvelles heures super creuses dans votre prochain contrat d'électricité pour faire baisser un peu le coût de la recharge. On ira aussi à la découverte d'un réseau de bornes de recharge à haute tension d'un genre nouveau présent dans toute la France, avec une particularité, un tarif qui est de très loin le moins cher du marché. Et puis cet épisode sera aussi plein d'invités. Nous recevrons Fabien Sturny, le patron du club des propriétaires de Tesla. Nous recevrons aussi Pascal Hureau, le président de FAUV, la Fédération française des associations d'utilisateurs de voitures électriques, qui nous parlera de la fin, au moins provisoire, des ZFE, les zones à faibles émissions. Et on entendra enfin Alexis Marcadet, le patron de Revolt, ce réseau de garagistes spécialisés dans l'électrique. Et surtout, aujourd'hui, à mes côtés, un invité rare, celui qui sera notre grand témoin de cette journée. Son nom, alors peut-être ne vous dit rien, mais alors vous le connaissez forcément. Bonjour Xavier. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. On te connaît comme Xavier _ barre du 9 ou du 8, je ne sais plus, ça dépend des claviers de ma coupe PC. C'est Xavier _ CSN sur TikTok et sur YouTube, où tes vidéos font des audiences qui, moi évidemment, me font envie, parce que voilà, ça me ferait plaisir de faire 200 000, de faire des millions de vues. Donc un vrai influenceur, même si je ne sais pas si tu te reconnais dans le mot. Je dirais plutôt créateur de contenu, parce que je trouve qu'influenceur, c'est un peu péjoratif. Donc, je suis assez d'accord. Donc voilà, je préfère créateur de contenu. Et comment, alors tout ça, évidemment, un influenceur doublé d'un possesseur de Tesla, pour le coup. Exactement, ouais. Modèle 3 de 2024. Donc très récent. Comment tout ça t'est venu ? Eh bien, lors d'un voyage au Canada, où en fait, j'avais besoin d'un véhicule une fois arrivé sur place pour me déplacer. Et il se trouve qu'une Tesla Model 3 de 2021, si mes souvenirs sont bons, était en fait quasiment au même prix qu'un véhicule que je connaissais déjà. Et ça, c'est à l'époque où Hertz avait acheté 130 000 Tesla. Non, parce que c'était la location entre particuliers. Ah d'accord. Donc c'était un monsieur, un habitant, exactement. Ouais, c'était Touro. Ouais. Et du coup, donc je passe une semaine avec la Tesla, donc un véhicule que je connaissais absolument pas. J'avais jamais posé mes fesses dedans, j'en avais jamais ne serait-ce que touché une. Et en fait, j'ai adoré. Je voulais faire une vidéo à la base pour un peu dénigrer, parce que moi j'étais un peu pro-thermique entre guillemets. Enfin, pro-thermique, non, c'est un bien gros. Je pense que j'aimais juste les voitures. J'avais 25 ans, j'aimais les trucs qui faisaient vroom vroom, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, à la base, je la loue, je me dis, bon tiens, au bout de la semaine, je pourrais faire quelques vidéos en essayant un peu de la dénigrer, avec humour toujours, pour essayer un peu d'en faire parler. Puis en fait, je commence la vidéo en disant, les gars, en fait, c'est juste une super voiture, quoi. Bah oui. Et donc, j'explique pourquoi, bien évidemment. Et là, carton. Je crois que j'ai pris peut-être 900 000 vues, je crois, d'un coup.
Et du coup, lors toujours le même séjour au Canada, je me dis, tiens, comment on recharge une Tesla? Combien ça coûte? Du coup, je fais une deuxième vidéo, tout simplement, sur une recharge en superchargeur. Bon, c'était en dollars canadiens, mais bon, j'ai pu quand même faire une conversion pour montrer combien ça coûtait. Et pareil, deuxième carton, un peu dans à peu près les mêmes scores. Et donc, et là, tu t'es dit qu'il y avait peut-être un filon à creuser? Non seulement un filon, mais beaucoup de méconnaissance aussi. Énormément. De la part du grand public. Où, vu les remarques que je me prenais, je me disais, ah ouais, les gens, en fait, ils connaissent vraiment rien, non seulement à Tesla, mais aussi aux véhicules électriques de manière générale. Et du coup, le voyage se termine, je rentre en France, et dans ma tête, ça reste un peu dans un coin. Je me dis, ça serait quand même bien d'en acheter une en daily, tout simplement. Et c'est intéressant, on croise ici des gens avec des t-shirts, évidemment, qui sont des membres du club, où il est marqué si tu l'essayes, t'es mort, enfin un truc comme ça. Si tu l'essayes, c'est foutu, quoi. Ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis un peu d'accord, effectivement. Ouais. Et du coup, je me tenais au courant de ce qui se passait. J'ai vu la sortie de la dernière Model 3, du coup, qui a été restylée et du coup, qui n'était absolument pas le véhicule que moi j'avais essayé au Canada. Tout à fait, ouais. Et j'avais une configuration super précise en tête. Je la voulais bleu intérieur blanc et rien d'autre. D'accord. Et un jour, je sais pas ce qui me prend, j'ouvre le Bon Coin et j'en trouve une en France comme ça, bleu intérieur blanc. Et du coup, j'ai sauté dessus, quoi. Et j'étais à chercher, je crois, à Toulouse. C'est un périple où en fait j'ai pris le train. Ça a pris 8 heures. C'était un enfer. C'est pas grave, ça fait des souvenirs. Ouais, voilà. Mais je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas tant que l'essayer, c'est l'adopter. C'est qu'une fois qu'on en a essayé une, et alors là, je parle de Tesla, mais on pourrait parler d'autres, mais c'est pas le truc. C'est difficile de revenir. Je crois que moi, j'ai jamais autant détesté mes voitures thermiques que les fois où j'étais allé emprunter des Tesla chez Tesla et qu'il fallait que je redémarre mon Volkswagen Touran, et j'ai l'impression de redémarrer un tracteur, quoi, dans l'ensemble. Mais ne serait-ce que de conduire une voiture thermique manuelle, juste ça. Ah non, mais j'en parle même pas. Je reviens d'une ou 2 semaines à Madère, donc une île qui est vraiment avec beaucoup de relief, et en fait, j'étais, je sais plus c'était quoi, c'était une Kia Picanto, et je faisais 2, 3, 2, 3, 2, 3. J'en pouvais plus. Donc oui, Tesla, c'est très confortable pour ça aussi. Un tropisme européen. Donc le résultat de ce travail aujourd'hui, c'est des vidéos qui sont à la fois drôles et alors pour le coup vraiment, et on est d'accord, vraiment pédagogique, c'est-à-dire que tu apprends des choses aux gens. Si ça ne vous dit toujours rien, écoutez, ça ressemble à ça. Qui s'est déjà fait arrêter lors d'un contrôle de police aléatoire à bord d'une Tesla? Non, parce que je viens de passer un barrage de la douane à un péage entre Nantes et Fontenay-le-Comte. On aurait dit la défense du FC Nantes. Un vrai gruyère, le bordel. Alors je sais, je suis blanc, mais t'inquiète pas que quand ça sort un gamos allemand, ça m'arrête à tous les coins de rue. Et si vous roulez en Tesla, en ID4 ou en Renault Zoé, vous verrez autant les flics qu'un but sur coup franc d'Mbappé. Allez hop, gratuite celle-là. Et les mecs qui remontent de Marbella avec 300 kilos dans le coffre là, je vais pas vous donner de conseils, mais il serait peut-être temps de revoir votre stratégie. Je suis le premier à vouloir une RS3 ou un gros gamos qui fait vroom vroom. Mais qui va m'arrêter avec ma voiture de bobo parisien qui fait du crossfit et qui vote Macron? Et on en parle des économies de zinzin que tu fais quand tu roules en électrique. 20 € pour faire 400 km, alors que c'est le double pour un véhicule thermique. Ouais, moi avec ma Golf 4 GTD reprogrammée à l'éthanol. Oh ta gueule! Et vous savez ce qu'il y a à faire comme entretien sur une Tesla? Attention, suspense, remettre du liquide lave-glace. Et c'est vrai, juste remettre du liquide lave-glace. Les gens le croient pas. Quelle vulgarité cet homme, par contre. Je sais pas qui est ce garçon, mais il faut qu'il apprenne un peu à se tenir. Il y a des enfants dans la salle. Mais oui, je suis d'accord. Sur l'entretien d'une Tesla, moi, c'est ce qui aussi me freinera à revenir sur le thermique. C'est qu'en fait, j'ai pas envie de payer 1 300 € pour changer un embrayage, quoi, par exemple. C'est très cher. C'est trop. Une vidange. Pourquoi faire une vidange? Ouais, et puis dès qu'on va sur des marques premium, c'est 300, 400 € la vidange. Ne serait-ce qu'un diagnostic. Il m'est déjà arrivé de payer des diagnostics 180, 190 € juste pour me dire, il y a ça comme problème dans votre voiture, mais on les a pas résolus. J'ai branché ma prise sur votre voiture. Voilà ce que me dit. Je vais vous lire ce qu'il y a sur l'écran. C'est ça. Et ce sera 220 €, monsieur. Ça me rend fou. C'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de rouler en Tesla, mais je suis ouvert aussi à d'autres marques. Tu prends tout. Ouais, non. Pas tout. Non, je ne citerai pas de nom. J'ai déjà trop de gens à dos. Avant, on reviendra sur les réactions des gens face à ce genre de vidéos parce que parfois c'est assez, on va dire sous-informé, un peu violent parfois. Oui, faut être préparé mentalement. J'ai pas pris le créneau le plus facile.
J'aurais pu me contenter d'un simple divertissement et je sais pas, parler d'animaux par exemple, mais non, prendre le secteur, enfin le créneau des véhicules électriques en 2025, c'est encore trop nouveau, donc oui, je me fais pas mal assassiner dans les commentaires. Nous sommes rejoints par Pascal Hureau. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à tous. Pascal, président de FAUV, la Fédération française des associations d'utilisateurs de voitures électriques. Je voulais qu'on se parle de la fin, au moins provisoire, des ZFE, donc ces zones à faibles émissions qui sont en projet depuis, je ne sais pas, plus de 5 ans. Alors 2019 exactement. Et voilà, 6 ans. Et qui viennent d'être un peu renvoyés au calendrier grec par le Parlement, enfin en tout cas par l'Assemblée nationale. On peut peut-être commencer par rappeler ce que c'est. Ouais. Tout simplement, à partir de 2019, dans le cadre des lois, notamment climat et résilience, il y a eu une sorte de grande loi de lancée pour créer des zones à faible émission, pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants, notamment dans les grandes villes, avec un objectif, un seul, c'était de réduire la pollution de l'air. La qualité de l'air, aujourd'hui, occasionne 40 000 décès prématurés par an. Il faut le savoir, rien qu'en France, je ne parle même pas de l'Europe. Et donc, il était vraiment urgent de se dire, oui, on aime le véhicule électrique parce qu'il ne pollue pas, mais on est aussi conscient d'un environnement général qui pose problème aujourd'hui. Et donc, cet objectif, je dirais, d'amélioration de la qualité de l'air, que Santé publique France rappelle à chaque fois qu'il y a des morts prématurées. Donc, c'est des chiffres officiels, ce n'est pas une opinion. Je crois qu'il faut distinguer les faits et la science des opinions. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle les vignettes critères, si certains d'entre vous... On les a tous. Presque tous, parce que y a-t-il eu verbalisation quand on n'en avait pas? Et y a-t-il eu contrôle sur les routes? Il faut que vous soyez contrôlé pour autre chose, pour peut-être risquer à l'occasion d'être contrôlé sur la vignette. Non mais de toute façon, nous on ne sait pas, Xavier vient de le dire, on n'est jamais contrôlé quand on roule en Tesla. Voilà. À la fin, je vous suis pas revenu dessus, mais c'est vrai. Ça m'a frappé en voyant la vidéo, j'ai dit mais c'est vrai. Alors, j'en suis à ma 3e Tesla et j'ai jamais été contrôlé. Sauf par certains policiers qui au début étaient très curieux de la voiture et qui étaient très intéressés pour la découvrir et donc de nous arrêter pour la découvrir. Non mais ça c'est comme si on roulait en Alpine, enfin c'est voilà. Mais la différence c'est que de fait, si on remonte de la frontière espagnole en Tesla, on va aller jusqu'à Paris sans encombre. Si on remonte dans un gros 4x4 Porsche ou une Audi, là, je pense qu'à chaque péage, c'est non. Alors vous, ça va être vers la droite. Là. J'en ai fait les frais. Ah bon? Oui. Voilà. J'en ai fait même une vidéo. Et voilà. Donc. Alors ça a été appliqué au départ sur 40 métropoles quand même en France. Enfin, en tout cas, planifié. Planifié. L'idée, c'était qu'il y ait une date butoir à partir de laquelle on puisse plus rouler avec des voitures critères 3. Progressivement. C'est-à-dire qu'au début, c'était les critères 5 qui ont été éliminés vers 2023. Ensuite, il y a eu les critères 4 qui ont voulu être éliminés en 2024. Et on remarque que ça a pas... Il y a eu des protestations, mais pas massives. Non, il n'y a pas Parce que souvent, c'était des voitures, c'était vraiment des vieilles voitures. Enfin, c'était pas... Non, ça allait. Sauf que petit à petit, on s'est rendu compte que premièrement, les vignettes critères, comme on l'a dit, n'étaient pas assez contrôlées. Deuxièmement, que beaucoup de métropoles ont fait marche arrière. Et les premiers pas en arrière, c'est que d'abord le nombre de ZFE a été un peu réduit dans leur application. Il y en a même pas une dizaine. Il y a Paris, il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Montpellier, il y a Rouen. Les villes les plus denses, les villes les plus polluées. Et puis, deuxième pas en arrière, souvenez-vous aussi de la tentative, il y a quelques années, d'essayer de nous faire circuler un jour sur deux avec les plaques paires et les plaques impaires. Ah, mais j'avais oublié ça. Ah ben oui. Mais bien sûr, moi qui suis plus parisien que vous. Et ça n'a jamais fonctionné. Si, ça a fonctionné. Enfin, il y avait des exceptions, mais là, pour le coup, il y avait des contrôles quand même. Il y avait des contrôles, un peu aléatoires à l'entrée des villes, effectivement. Et puis voilà. Mais ce sont des pas en avant, puis des pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est quand même très, très énervant quand on veut essayer de lutter contre la pollution atmosphérique et quand on veut en plus essayer d'encourager les gens à avoir une voiture propre qui va justement être justifiée par le fait qu'on fasse des efforts sur la qualité de l'air. Bon. Alors c'est intéressant parce que moi qui habite près de Paris mais qui ne suis pas parisien, j'entends bien toutes les complaintes des Parisiens pure souche qui se plaignent de la difficulté à circuler dans le centre de Paris, ça c'est vrai. Moi je trouve que maintenant quand je vais à Paris, je trouve que c'est vachement plus facile de se garer. Je pense qu'il y a surtout beaucoup moins de voitures. Quand on utilise les Vélib, oui.
Non, mais même de se garer, il y a des quartiers entiers où on se gare maintenant sans problème dans la journée, enfin bon, peu importe, mais ouais, quand même. Et puis, dans l'ensemble, je trouve que la ville sent moins mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un truc qu'on oublie, c'est que, voilà, ça pue, enfin, je veux dire, et je trouve même le périph', alors ça sent pas la rose encore, le périph', mais honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment une évolution. Alors, c'est lié à l'évolution des voitures qui roulent dessus, mais aussi à des évolutions réglementaires. Donc le problème, en fait, ce sur quoi on a buté, c'est que tout à coup, on arrive sur une catégorie de voitures qui sont pas si vieilles que ça, parce qu'on est dans l'âge moyen d'un véhicule en France. Et puis, tout à coup, on a introduit une espèce de dichotomie entre tu as un véhicule récent, tu as le droit de rouler, et ben non, toi, ta voiture, elle est vieille, tu restes à la maison. Et ça, c'est difficile à faire passer politiquement. Alors, il y a un polluant particulier, c'est tout ce qui est le dioxyde d'azote. Oui. Il faut savoir que sur Paris et sur Lyon, l'effet, je dirais, de ces premières mesures et de ces premières années, avec la vignette critère, a déjà permis de réduire d'un tiers cette pollution. Donc ça, c'est un chiffre qui a été mesuré. Donc c'est pour ça aujourd'hui on va reparler de l'Assemblée nationale, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à l'Assemblée nationale, des villes, des métropoles comme Paris, comme Lyon, vont dire « Ah oui, mais nous, on veut continuer. » Parce que regardez les chiffres. On a eu déjà des progrès et on a prouvé que ça avait été efficace. Ouais, alors attention, c'est repoussé au calendrier grec, mais c'est pas mort. D'abord parce que là, pour l'instant, ce n'est que l'Assemblée nationale qui s'est prononcée sur la question, avec un vote un peu surprise, avec une alliance de la carpe et du lapin entre le RN et LFI dans une espèce de vote. Je crois que c'était nuitamment d'ailleurs. Enfin bref, et il faut encore que ça passe au Sénat. Il peut y avoir une commission paritaire. Il peut se passer mille choses. Et puis les maires aussi peuvent en direct s'emparer du sujet et dire non, chez nous, ce sera comme ça. Absolument. Mais là aussi, c'est un message qui, politiquement, n'est pas forcément facile à porter. C'est peut-être une question très bête, mais au lieu que ça passe par l'Assemblée, sur le côté législatif, etc., est-ce que tout simplement, ça peut pas être un sujet qui, avec le temps, va juste être enterré sous le tapis et on va passer à autre chose? C'est possible. On peut faire... on peut jouer la montre en disant, de toute façon, finalement, ces voitures, elles vont sortir du circuit de manière... organique, c'est-à-dire avec le temps, les nouvelles voitures vont remplacer les anciennes et le problème se posera moins. Je pense qu'il y avait quand même une tentation d'arriver à accélérer un peu la marge du temps. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte européen, d'un pacte vert européen qui pousse justement à la réduction de la pollution de l'air vers des véhicules, vers une mobilité durable en général, pas simplement le véhicule léger. Donc c'est un mauvais signal, on peut le dire. Déjà, premier point, c'est un mauvais signal par rapport à une politique européenne que nous n'avons pas du tout à remettre en cause, de mon point de vue. Deuxièmement, c'est un recul par rapport finalement à la lutte contre la pollution atmosphérique qu'on a déjà commencé à entamer, on l'a dit par exemple à Paris ou à Lyon. Et puis enfin, c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, considérer aussi avec les arguments des adversaires. Qu'est-ce que les adversaires à ce projet de loi disent? C'est tout simplement que cet amendement permettant de supprimer la ZFE, c'est tenir compte d'un problème social, que les personnes à revenus modestes ne peuvent pas encore se payer une voiture électrique, etc. Donc à chaque fois, on a à la fois à prendre en compte les conditions et les contextes sociaux, et d'autre part à encourager les gens à passer à une transition de mobilité propre. Alors si je réfléchis en bon français et que je me pose ma question de mon petit nombril à moi, en tant que possesseur de voiture électrique, ça changerait à ma vie. Non. Mais je rencontre parfois des gens qui disent « Ah, il y en a marre de l'écologie punitive. Il y en a marre de nous interdire de faire ceci ou de faire de cela. » Et je crois que c'est la mauvaise approche, le côté punitif. Parce que ça va braquer les gens et finalement, ça ne va pas faire avancer, notre cause. La transition vers la mobilité propre, elle doit être désirable, elle doit être accessible, et elle doit être faite justement pour le plus grand nombre. Ok. Bon, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. On va voir comment évolue cette histoire. L'histoire, là aussi, n'est pas terminée. Alors, on a émis quand même un petit communiqué de presse, là, jeudi. Mmh. On a profité de l'actualité pour faire en sorte que Fauve soit bien aussi connu par les médias. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dit, en d'un mot? C'est qu'il fallait vraiment renforcer, à ce moment-là, en compensation, si cette loi passait, tous les autres leviers, renforcer les autres leviers pour arriver à cette transition accessible et désirable. En fait, on ne parle pas assez du plaisir de conduire. Je crois qu'on en a parlé avec Xavier tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui va de pair avec le fait de se dire « Oui, je suis motivé, mais pas seulement pour des raisons écologiques. » Bien sûr. Mais pendant ce temps-là, une R5 électrique, c'est 37 000 €.
Voilà. À qui dites-vous? Je dis ça parce que Xavier, lui, il a essayé la R5 électrique. Il en a dit pas que du bien, mais pas que du mal. C'est une chouette voiture, mais un peu plastique, c'est ça? C'est joli pour. C'est français, honnête. monsieur. Non, c'est très joli. Moi, je trouve très réussi. Mais de toute manière, le jour où, à mes yeux, les constructeurs français réaliseront des véhicules dignes de ce nom, je serai le premier à en vanter les mérites, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, je suis désolé, moi j'ai fait un essai de la Renault R5 sur une configuration qui sortait à peu près à 35-37 000 euros. Voilà. Et en fait, je suis désolé, mais les panneaux de porte arrière, j'en parle encore, je suis traumatisé encore. Je suis choqué de la qualité du plastique. Choc-barre, comme diraient les jeunes. Exactement, je suis totalement choc-barre. Bon, mais en tout cas, on voit que pendant ce temps-là, on va y revenir tout à l'heure, le marché avance. Et c'est quand même plutôt rassurant. Un mot, Pascal? Oui, on a émis dans ce communiqué quelques idées fortes, je dirais, pour inciter les pouvoirs publics à ne pas se laisser avoir par ces manœuvres qu'on peut dire plus politiques que réellement réalistes par rapport à ce qu'il faut faire. On a dit qu'il fallait soutenir l'innovation technologique et industrielle. Il faut revenir à une certaine autonomie industrielle en Europe aussi. On a dit qu'il fallait simplifier les démarches pour installer des nouvelles bornes de recharge, parce qu'il y a encore du travail à faire pour les petites communes, pour les sous-préfectures, pour le monde rural, pour faire en sorte que l'infrastructure de recharge soit aussi bien maintenue. Et pour le paiement surtout. Et avec un paiement transparent, facile, simple, etc. C'est une catastrophe actuellement. Et on a encore beaucoup de chemin à faire. Oui. On a besoin de jouer au 4-21, tu jettes les dés à chaque fois en disant allez, cette borne-là, c'est la bonne. Ça y est, cette fois, j'y crois. Est-ce que je laisse cette application ou pas dans mon téléphone? Ah merde, je la télécharge. Ah, je suis en 2G. Ah ouais, ma carte bancaire, c'est plus la bonne. C'est ça. Oh là là. Est-ce que j'ai bon câble dans la voiture? Enfin bon, il faut que le problème se règle. Il n'y a pas une seule solution. Merci infiniment, Pascal Hureau, d'être venu à ce micro. Je rappelle, tu es le président de la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Merci beaucoup. À bientôt. Xavier, tu avais une anecdote sur les ZFE? Oui. En fait, il se trouve que je vis vraiment entre Nantes et Vannes dans une campagne profonde. J'ai pas de voisins à moins, je dirais, de 400-500 mètres, facile. Facile. Ravitaillé par les corbeaux, donc. Okay. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pas non plus la télé, je n'écoute pas non plus la radio. Et il se trouve que j'ai appris... J'ai l'image d'un ermite dans sa grotte, là, soudain, c'est un peu particulier. C'est ça, je rigole tout seul à mes vidéos dans mon coin, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, il se trouve que j'ai appris l'existence des ZFE là quand ça s'est terminé il y a 3 jours, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pour ça que tu avais une espèce de demi-sourire pendant toute cette conversation en disant ça a l'air vachement compliqué votre histoire. Je comprends pas. Mais de quoi il parle? De quoi parle-t-il? Mais oui, mais attends, t'as même pas une vignette critère sur ta voiture? Elle y était directement quand je l'ai achetée. Ah bah d'accord. Et je m'en suis jamais occupé. Ah oui, d'accord. Non mais c'est parce que là, c'est parce que c'est ma cabane au Canada ton truc. Et alors, je l'ai découvert cette fameuse vignette. Pas directement quand j'ai acheté la voiture, parce qu'elle est très bien collée. Elle est collée derrière le rétroviseur, mais vraiment cachée. Ouais. Et ce qui se trouve, et en fait, oui, je l'ai découvert en prenant un plan vidéo. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc vert derrière le rétroviseur? Et après, j'ai regardé, il y avait ma plaque d'immatriculation dessus. Et en fait, pour un plan sur la vidéo, je voulais pas qu'on voit ma plaque. Du coup, j'ai commencé à la griffouiller, à essayer de l'enlever. Donc, en fait, ça fait 6 mois que je me balade avec une vignette à moitié griffouillée. Et je savais pas ce que c'était. Bon, autant dire que tu n'étais pas très inquiet sur le statut parlementaire des ZFE. Non. Bien, nous sommes rejoints par Fabien Sturny. Bonjour Fabien. Et bonjour Cédric et bonjour Xavier. Bonjour. Président du Tesla Owners Club France, du club des possesseurs de Tesla en France, et donc organisateur de cet événement qui nous met sous le cagnard du sud-ouest et à côté du petit train et des montagnes russes. Bravo, je ne sais pas. Non mais on voulait faire des challenges pour l'émission l'enregistrement du podcast et là je pense qu'on est pas mal. C'est le premier épisode qui devient un challenge physique, je veux dire que je suis assez admiratif. Je vais réapprécier mon studio climatisé la prochaine fois, mais de folie. Donc là, ça y est, l'événement bat son plein. On s'était dit plein de choses dans l'épisode précédent sur ce qui allait se passer, les partenaires qu'on peut y rencontrer, les expériences qu'on peut tenter. Bref, il y a une piste, il y a un drag strip presque improvisé où on peut essayer des voitures en départ arrêté cet après-midi. Ouais, c'est vraiment fun. On a une piste départ arrêté 0 à 100, mais vraiment dans une toute petite piste. Et ce qui est incroyable, parce que je l'ai essayé bien sûr, c'est qu'au bout de la piste, t'as un portail. En fait, c'est ça qui fait c'est ça qui est flippant, c'est qu'en fait tu as un portail de vivre. C'est ça, donc, en fait, et donc on explique qu'on peut bien sûr arriver de 0 à 100 en 2 secondes 6 avec la X LED, avec le mode guépard. Et en fait, ce qui
qui est déjà super bien. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on veut montrer, c'est aussi que ça freine. Parce qu'on dit toujours les Tesla freinent pas, mais là, franchement, tu vois le portail arriver et puis tu dis ok, c'est bon, ça freine. Tu sais que j'ai pas encore essayé en fait. Le problème, c'est que à chaque fois que je viens dans tes événements, moi je travaille. J'ai pas le temps d'aller essayer les voitures, donc j'envoie mon fils Oscar à qui je demanderai le résumé de son expérience tout à l'heure. Mais j'ai même jamais fait un départ en modèle X-Plaid ou en modèle S-Plaid. En fait, je fais un truc qui me maintient dans une espèce de frustration totale. L'une des différences de cette édition, à part l'ambiance familiale, tout ça, c'est que Tesla est présent. Alors Tesla était déjà présent aux événements précédents avec des techniciens qui viennent voir les voitures, mais là j'ai vu le management de Tesla et avec son aéropage faire le tour de l'événement. C'est une nouveauté, ça. C'est ça, en fait on a vraiment un beau support de la part de Tesla cette année, donc ils sont venus quand même avec une partie du CODIR, donc, du bord de France, et donc on est ravis qu'ils soient là. On a vraiment des échanges vraiment très intéressants avec eux. Voilà, non, c'est vraiment très 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 sympa et on est ravis de les avoir. Pourquoi ils sont venus ce coup-là ? Ils avaient aussi pas mal de choses à dire, donc on a une belle conférence. Et justement, tu sais, il y a des moments où on veut prendre le temps pour soi, et je pense que ce moment-là, ce sera un moment entre les adhérents et Tesla, et on se dit des choses. Voilà, on parle normalement, et surtout on aura l'occasion de poser des questions. Et donc, voilà, on sera ravis d'écouter surtout les réponses. Alors moi, pour être parfaitement transparent, évidemment, j'ai tenté ma chance. J'ai demandé au patron de Tesla France, je lui ai dit, venez dans le podcast, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive Et je lui ai dit que j'avais trois questions à lui poser. C'est comment va Tesla ? Et puis, c'est des choses dont on va se parler là, sur des actualités plus récentes autour de la conduite autonome et de tout ce qui en découle. Je suis pas surpris parce que je connais l'éthos de communication de Tesla. Chez Tesla, il n'y a pas vraiment de porte-parole, donc c'est compliqué de répondre à des interviews. Voilà, il nous a juste dit qu'il avait un message à passer, c'est qu'il était ravi de croiser tous ces propriétaires de Tesla, qu'il était ravi de pouvoir soutenir la communauté et faire avancer la cause au-delà même finalement de ses propres voitures. Donc voilà, c'est tout ce qu'on entendra sur le sujet. Évidemment, ça crée de la frustration, mais c'est la vie, c'est pas très grave. Sur le reste de l'événement, qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? C'est un TOD. Donc le TOD, il est constitué, comme toujours, de conférences. Donc là, on a la diffusion du film à contresens. Alors, j'avais déjà dit, mais c'est voilà. C'est drôle de le revoir 4 ans après, franchement. Il faut expliquer à contresens, c'est ce documentaire suisse qui déplombe l'essentiel des sornettes qu'on entend depuis toujours d'ailleurs, et qui, il faut l'observer, n'ont pas beaucoup changé, n'ont pas beaucoup évolué depuis la publication du documentaire. C'est-à-dire de répondre à tes questions sur est-ce qu'une batterie de voiture électrique, est-ce que ça se recycle ? La réponse est oui, ils montrent comment. Le cobalt, ça vient d'où ? Enfin bref, c'est-à-dire qu'eux, ils sont allés au Congo, contrairement à l'essentiel de la populace. Et c'est intéressant parce que le documentaire tourne toujours, il n'y a toujours pas beaucoup de moyens simples de le regarder sur Internet. Il y a des moyens détournés, mais on n'est pas là pour vous les donner. Mais il est remarquable, on a interviewé les 2 auteurs. Je crois que le premier épisode de ce podcast, c'était l'interview d'un des 2 auteurs. Et le deuxième était venu à une édition du TOD il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et c'était passionnant. Si vous avez l'occasion de voir à contresens, c'est un truc vraiment bien fait. Et puis surtout, où ils vont au bout du truc et sans a priori, ce qui est finalement assez rare. Parce que même moi, j'avoue, j'aurais du mal à faire le documentaire sans a priori, mais c'est d'une grande honnêteté intellectuelle et ça vaut le coup d'être regardé. C'est du vrai travail de journalisme. Et voilà, c'est du vrai travail de journalisme. Tu dis ça avec un peu de dépit, comme si sur la voiture électrique, il n'y avait pas toujours du vrai travail de journalisme. Non, mais voilà, on ne va pas en mettre de l'huile sur le feu, mais parce qu'ils le font assez souvent. Mais les médias aujourd'hui, voilà, ils ne sont pas là pour donner l'information telle qu'elle, ils sont là pour faire du clic, tout simplement. Ouais, c'est triste. Je vois Xavier qui secoue la tête. Je suis désemparé des fois parce que je peux entendre ou lire de la part de certains médias. Ouais. Mais c'est des choses que tu retrouves aussi dans les réactions à tes vidéos. Ouais, beaucoup de méconnaissances. C'est aussi pour ça justement que je fais des vidéos un peu éducatives, quoi. Et puis là, j'en suis arrivé à un point où en fait, j'ai tellement essayé de montrer par A plus B que les gens avaient tort. Eh bien, je m'en suis... Là, en ce moment, mon credo, c'est plutôt justement reprendre ce qu'ils disent, les haters, entre guillemets, et j'essaye de tourner ça un peu en autodérision
du jujitsu intellectuel, là, tu reprends leurs arguments contre eux. Ouais, c'est ça, ouais. J'essaie de me moquer un petit peu gentiment, quoi. Ça me fait beaucoup Mais moi, rire. je vois toujours dans les commentaires du podcast des choses sur ouais, mais dans 2 ans, quand il faudra changer de batterie, vous ferez quoi? Ouais, je dis, j'appellerai Tesla parce qu'ils les garantissent pendant 8 ans. Il faut leur dire. Ouais. Je pense que ça va leur poser problème. Même, apparemment, dès qu'il fait 0 degré, on fait 30 km quand Tesla. C'est terminé. Voilà, c'est fini, terminé. Moi, j'ai arrêté de me battre. Maintenant, j'en rigole, en fait. Ouais. En fait, le seul moyen de faire bouger les consciences, comme on dit en sciences politiques, c'est de les mettre au volant, quoi. C'est la seule solution. Ouais. Ça marche pas, de démontrer par A plus B en vidéo, ça marche pas. C'est vraiment la seule solution. Et c'est intéressant parce que même des gens que je connais très bien, très proches de moi, qui ont par exemple une panique sur l'autonomie. J'en connais une, la mère de mes enfants. Sa modèle Y, dès qu'on arrive à 40% de batterie, elle cherche un chargeur. Faut lui dire d'aller regarder la vidéo, je l'ai poussé jusqu'à 0%. Oui, non, là c'est de la panique totale. Là, ce serait la panique totale. Moi qui ai une modèle 3 propulsion mais grande autonomie que j'aime d'amour parce que c'est le véhicule le plus économe que je connaisse, qui maintenant, ça y est, me permet d'aller chez maman en Bretagne sans recharger. Je l'ai fait, je suis arrivé avec 3% de batterie. Mais ouais, c'est du sport. Quand on fait une seule fois au moins l'expérience du 0%, bah, ça rassure un peu après, une fois qu'on arrive dans les 2-3%. Bon, oui, parce que toi, alors, justement, tu l'as testé. En fait, à 0%, on n'est pas à 0 km. Alors, sur l'écran, il est affiché 0% et 0 km, ça c'est sûr. Oui. Mais effectivement, on a encore une petite vingtaine de kilomètres pour de nous réserve. dépanner. Exactement. Je voulais signaler à surveiller sur le compte TikTok, le compte YouTube et le compte Instagram de Xavier, l'un de ses prochains projets. Raconte-nous ce que tu vas faire au mois de juin. Je sais absolument pas comment m'est venue l'idée. En fait, je dirais pas que j'ai fait le tour du sujet Tesla en vidéo, mais j'ai quand même traité pas mal de sujets. J'ai pas encore fait tous les modèles, mais je tourne un petit peu en rond. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ça serait chouette d'aller vers d'autres véhicules, vers d'autres marques. Sauf que je suis aussi suivi pour des propos un peu francs, pour mon honnêteté en fait, tout simplement. Sauf que cette honnêteté, bah, elle plaît pas à toutes les marques. Du coup, bah, j'ai plus de difficultés pour me faire prêter des véhicules que un vendeur automobile, par exemple. Sans déconner. Voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais acheter mes propres véhicules, comme ça le problème est réglé. Ah, tu vas faire que choisir en fait, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, y a un véhicule qui m'intéresse particulièrement, c'est la Citroën Ami. Parce que je la trouve mignonne, parce que c'est un véhicule qui est un peu en plein buzz, parce que c'est un peu une petite révolution quand même, ce format full électrique. Et donc j'en ai acheté une que j'ai fait livrer à Nice. Et il se trouve que normalement, le 22 ou 23 juin, je fais Nice Van avec. Et alors, mon Dieu, en combien de jours? Alors voilà. Alors, il faut situer le truc. Donc la Citroën Ami, c'est cette petite voiture qui est même d'ailleurs pas une voiture, qui est un quadricycle électrique. Ouais. Rappelle-moi la capacité de la batterie. Alors, la capacité, je crois que c'est 6 kWh, il me semble. Mais l'autonomie annoncée, en tout cas, c'est 75 km d'autonomie annoncée, voilà, norme WLTP. Pour repère, le modèle de base d'une Tesla aujourd'hui, c'est-à-dire une Tesla modèle 3 modèle Y, c'est 60 kW. Ouais, voilà, oui. Heure, donc c'est 10 fois ça. Donc, de fait, toute petite autonomie. Nice Van, ça fait pas loin de... 1200 bornes. Et alors, mais il y a une cerise sur le gâteau. C'est que la recharge rapide, ça n'existe pas sur ce véhicule. Ah non, c'est une prise de course. C'est une prise de 120 volts à brancher dans le mur. Voilà. Ça doit bien se recharger en 3 heures. 3 heures, c'est ça. Large. Donc en fait, je vais faire 50 bornes, je vais recharger 3 heures. Je vais faire 50 bornes, je vais recharger 3 heures. On fait comment pour te suivre? Tu as un road trip? T'as quoi? Alors, tu publies quelque chose? Ouais, bien sûr. Je vais déjà essayer d'en faire une vidéo YouTube sur le trajet, vraiment sa globalité. Il y aura une vidéo en format long. Et après, le but, c'est essayer de sortir un format court par jour. Donc TikTok, Instagram. Quand je dis un format court, c'est les vidéos d'1 minute en format vertical. Donc ce sera sur TikTok, Instagram et même YouTube Short maintenant. Et je vais essayer à J+1 pour au moins essayer de me laisser le temps de faire le montage, justement publier un format par jour pour que les gens puissent me suivre dans mon périple. J'ai pensé à toi parce que j'ai découvert un YouTuber dont le nom m'échappe, mais ça me reviendra, vous le trouverez facilement, qui se fait un petit road trip. Je crois qu'il fait Paris-Tokyo avec une 104 Peugeot qui a 40 ans. Ah oui.
Gros avantage, c'est plus facile à réparer soi-même. Ça, c'est vrai. Ouais. Beaucoup moins d'électronique, mais c'est quand même une aventure. Accessoirement, tout comme toi, parce que tu as fait beaucoup de vidéos sur je campe dans ma Tesla Model 3, je campe dans une Tesla Model Y, je fais un road trip, j'ai acheté le matelas, le truc, la gonfleuse, de manière, voilà, je fais mes petits œufs brouillés le matin sur ma petite table, etc. Et lui, il fait pareil, il dort dans sa 104. Wow. Ouais, là, faut quand même avoir la foi. Il y a le mode camping ? Le mode camping sur la 104, il est livré avec, par défaut. Non, il n'y a pas de clim qui tourne la nuit. Ouais. Non, parce qu'il y a un mode camping sur la climatisation de toutes les Tesla qui vous permet de garder un peu d'air climatisé la nuit ou de ne pas mourir de froid ou pas mourir de chaud. Bon, on va suivre ce périple avec attention. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Je pense je sais pas non plus. Mais d'ailleurs, du coup, si à partir du 23 juin, vous croisez une Citroën Ami avec des stickers derrière où c'est marqué « Traverser la France » et mon nom en bas, bah c'est moi. Mais je vois les gens au bord de la route en train de l'encourager, tu vois. Ah ouais, non, le Tour de France. J'espère, hein. Je veux une aide d'honneur quand j'arrive à Vannes. Hein. On va avertir le maire pour qu'il ait les clés de la ville à ta disposition. Mais non, ça va être un chouette périple. Mais c'est intéressant parce que ces véhicules-là sont un truc, et ça marche en plus, hein, je veux dire, ça se vend. Oui, énormément. Moi, j'en vois plein. Alors, je suis dans l'ouest de Paris, où tout à coup, c'est devenu l'espèce de substitut immédiat au scooter pour les mômes de 14-15 ans. C'est non, t'auras pas un 2 roues. Tiens, chérie, t'auras un 4 roues, ça coûte le même prix. Ça sécurise autant les parents que les enfants, j'ai l'impression. Exactement, ouais. Puis moi, j'imagine que mes vidéos, du coup, vont parler autant aux jeunes qu'aux parents qui souhaitent acheter pour leur enfant ce genre de véhicule. Donc, moi, cool. J'ai une fille qui a 11 ans qui se projette très très bien dans, c'est quoi l'équivalent Fiat de Topolino. La Topolino. Depuis qu'elle a vu les Topolino avec leur petit verre poudré, là, c'est magnifique. Il y a une Opel aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a une Opel qu'on voit moins. Et elle se projette parfaitement avec sa meilleure copine sur allez, c'est parti. Puis ce sera peut-être aussi des utilisateurs ou utilisatrices futurs de Tesla après, ou même de mobilité électrique. C'est intéressant parce que pour avoir des enfants qui ont donc entre 8 et 12 ans, j'en suis parfois à prédire qu'ils n'auront peut-être même jamais à passer leur permis de conduire. Oui, alors peut-être que la version automatique. Mais même pas. Enfin, je veux dire... d'ici qu'ils aient besoin d'une voiture. Alors si le plus vieux, Oscar, qui est ici, lui de toute façon il aime la bagnole, il a envie de conduire, ça y est, il a fait son premier tour en Tesla sur un parking de Centre Leclerc vide, hein, je vous rassure, un jeudi de l'Ascension, et à 8 à l'heure, hein, parce que nous sommes des gens responsables. Mais les autres, honnêtement, elles ont besoin de se déplacer, elles n'ont pas besoin de conduire. Oui. Donc je pense qu'on va arriver sur des générations où il va être raté. Déjà, on voit que le nombre de permis est en baisse. Et alors... énorme surprise, j'habite près d'une petite ville, et même dans cette petite ville, j'ai vu une auto-école Citroën Ami spécialisée pour ça. C'est pas possible. Ah bah si. Ah ouais, c'est génial. D'ailleurs, tu le vois, tu arrives dans un quartier où il y a un collège, t'as des rues, c'est des rues Ami. Oui, moi je vois ça souvent dans des trucs où il y a des pensions. Et où donc les mômes viennent peut-être d'un petit peu plus loin. En plus, il faut arriver le dimanche soir, les transports, c'est pas génial. Ils ont des affaires avec eux, une valise, un truc, et donc tu vois une rangée d'amis garés devant la porte. Alors évidemment, des trucs comme ça, on risque d'en voir en Bretagne. Je dirais jamais de mal de la Bretagne, j'adore la Bretagne. J'ai l'impression de parler à un Corse. Mais il a un couteau, c'est pour ça. C'est quand même le pays où on voit le coin de France où on voit le plus de voitures sans permis. Ah ouais. Il y a des stats, il y a des statistiques qui existent. De très loin, c'est-à-dire des gens qui ont dû rendre leur permis. Pour quelle raison? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, pour conduite sous l'effet de l'alcool, par exemple. Par exemple. C'est souvent pas les plus jeunes. Oui, il y en a aussi, mais ça, c'est un peu triste quand on voit des vingtenaires, trentenaires. Mais ça arrive beaucoup. Il y a un gros marché de la voiture sans permis là-bas. Donc finalement, c'est des marchés qui vont pas s'éteindre. Je voulais revenir sur des actualités un peu plus Tesla, Fabien. Il y a cette vidéo que moi j'attendais depuis des années. On a vu plein de vidéos sur la conduite autonome des Tesla, et depuis le début, moi je dis, de toute façon, très clairement, le boss level de la conduite autonome, c'est la place de l'Étoile à Paris. Si vous ne connaissez pas la place de l'Étoile, d'abord je ne sais pas de quelle caverne vous sortez, mais c'est cette grande place qui tourne autour de l'Arc de Triomphe et où convergent 12 avenues. Et où il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de fil, et vous avez une priorité à droite, mais plein de véhicules qui viennent de la gauche. Vous avez aussi, et ça c'est la cerise sur le gâteau, des touristes écervelés qui traversent en courant pour aller prendre des photos. Et puis, traverser la place de l'Étoile à pied, il faut quand même pas avoir...
Enfin, bref. Et il y a donc cette vidéo qui est sortie sur le compte YouTube de Tesla où on voit une voiture, aucune main sur le volant, qui se dirige toute seule et non seulement qui arrive à s'emmancher dans le trafic quand elle le peut, etc., mais qui, j'ai envie de dire, a un peu de personnalité, parce qu'il faut avoir à un moment, il faut s'imposer en fait. C'est-à-dire que c'est un truc où voilà, tu arrives au bout de l'avenue de la Grande Armée, si tu attends que tout le monde ait fini de passer, tu es encore là demain si tu veux. À un moment, il faut y aller, et elle y va, et elle rentre sur la place, et elle sort de la place. Enfin, c'était très impressionnant. Et c'est intéressant parce qu'en gros, c'est un peu le signal, c'est-à-dire que si ça passe là, ça veut dire que ça passe partout. Et si ça passe partout, qu'est-ce qu'on attend ? On attend surtout que il y a une loi ou une législation qui permette de le faire, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas encore le faire. Et franchement, je crois que c'était un signal fort de voir ces vidéos. On avait déjà vu la vidéo d'Amsterdam, qui était aussi vachement intéressante, avec les canaux. Alors tous les vélos qu'on voyait, pareil, il faut aussi s'imposer avec les vélos. Franchement, c'était impressionnant. Et puis on se dit, mais c'est super, et j'aimerais le voir en France. Et puis 15 jours après, ça arrive en France et la place de l'Étoile. Donc c'est vrai que c'est génial. Et je suis sûr que cette vidéo va aussi aider parce que je pense que Tesla va aussi faire du lobbying auprès de l'Europe pour dire c'est le moment, on peut y aller. Et puis voilà. La seule chose qui me fait peur aujourd'hui, c'est que même si l'Europe dit OK, vous avez le droit de faire voiture autonome supervisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur la non supervisée, mais on commence, c'est-à-dire supervisée, mais le conducteur est toujours responsable. Je suis persuadé que ça va arriver, mais chaque État, donc la France bien sûr, a le droit aussi de mettre un veto, et j'ai vraiment peur que ça soit le cas. Mais pour quelle raison ? Soit protectionnisme, clairement, on va dire ça par rapport aux autres conducteurs, soit clairement, la France a toujours été aussi un peu, on veut regarder ce qui se passe, la sécurité reste toujours... pour moi, ce principe de précaution. On attend les gamelles des autres et après on y va. Mais voilà, donc j'espère que je me trompe. Xavier, je pense que ça t'inquiète de conduire une voiture qui se conduit toute seule ? Pas du tout, mais je pense que les chauffeurs VTC, les taxis ne seront pas forcément cet avis. Ah oui, alors ça, là, on passe à la suite, c'est-à-dire on passe où tout à coup, il n'y a plus personne, même dans le siège. Oui, oui. Parce que pour l'instant, ça reste supervisé. Ça reste de la conduite autonome supervisée. D'ailleurs, on le voit bien, et on sent bien que c'est une espèce de précaution juridique que prend Tesla dans toutes ses vidéos. On voit les deux mains du conducteur qui sont prêtes à reprendre le volant en cas de problème. Et alors, pour le coup, il n'y a pas de problème. Et parce que la promesse, c'est tout à coup qu'il de fait, il n'y a plus personne au volant. Alors évidemment, celui qui prend le moins de précautions là-dessus, c'est Elon Musk, qui a fait un tweet non seulement... Alors, il n'a pas parlé, lui, de la place de l'Étoile, mais parce que là-bas, aux États-Unis, il y a déjà des voitures qui roulent avec ça. Mais lui, il a promis, il y a deux choses qui arrivent là. C'est les robots taxis. Alors, on avait vu le Cybercab il y a quelques mois, moi que j'aime beaucoup, mais juste comme un truc de design, parce que j'aime les voitures en inox, parce que les voitures avec de la peinture qui se rayent, qui machin, ça n'a aucun intérêt. Mais surtout, c'est pas le Cybercab qu'on va voir tourner comme robot taxi à Austin au Texas, ce sont des modèles Y du commerce. Et je pense que ça va jouer aussi pour l'acceptabilité du truc, parce que c'est des voitures de tous les jours. Mais oui, c'est vrai que j'ai cru voir des modèles Y avec des infrastructures posées sur le toit. Alors là, non, a priori, elle tournerait avec juste les caméras, avec juste ce qui est intégré dans la voiture qui est commercialisée aujourd'hui. Ok. À voir. Mais ce que vous avez peut-être vu aussi, il y a à peine 3 jours, je crois, l'usine de Berlin produit bien sûr les Y, comme vous le savez. Et elles sortent maintenant de l'usine toute seule, comme l'usine Texas. Donc en fait, la voiture, elle sort de chaîne, ils enclenchent le FSD et puis elle va se garer sur le parking. Voilà. Je croyais qu'elle allait directement chez le client. Ça, c'est ça le tweet d'Elon Musk où il dit de toute façon, l'étape d'après, c'est l'auto-livraison. Ça serait quand même bien marrant. La voiture va se livrer, ding dong. Il y a une voiture qui klaxonne dehors, chérie. Je crois que c'est la mienne. Non, mais c'est pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je demande à voir. Ça, j'avoue qu'on est dans le. Mais c'est pas de la science-fiction non plus. Enfin, c'est un truc très américain parce que ça marche comment si tu vis dans un immeuble de 62 étages. Enfin, tu vois, c'est bon, bref. Mais c'est un peu comme tous ces robots de livraison où on se dit mais et arrivé devant l'immeuble à Paris, il fait comment Déjà, il passe pas la porte cochère. Donc, la seule question que ça nous pose, c'est quand, quoi. Alors, il y a un truc qu'on peut dire, c'est quand même que Tesla, ils savent pas pour quand ça marchera.
ça les empêche pas de vous vendre l'option si vous voulez l'acheter quand même. Je trouve que c'est-à-dire que les premiers qui ont pu l'acheter en France, ça devait être dès la première Model 3, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire il y a maintenant 5, 6, 7 ans, alors que tout ça peut toujours pas être activé. Et qu'il est d'ailleurs pas toujours certain qu'on puisse transférer la fonction d'une voiture à l'autre ou d'un conducteur à l'autre. Alors, il y a eu plusieurs cas de figure. Là, il y a toujours des fenêtres de tir. Je sais qu'il y a des moments où on peut transférer la charge gratuite pour les anciens. Ouais. Ensuite, il y a des petites fois... Oui, explication, les premières générations de Tesla étaient livrées avec la supercharge gratuite. Exactement, à vie. Voilà. Et alors, on se demandait si on pouvait garder la fonction avec soi et passer d'un véhicule à l'autre, ou alors si c'était rattaché à la voiture, c'est rattaché à la voiture. Tout à fait. Mais du coup, là, de temps en temps, pour essayer de remonter un peu sur les ventes de modèles X et S, ils permettent de faire l'option. Et donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, dernièrement, il y a à peine une dizaine de jours, avec les points de parrainage, on peut aussi payer une partie, parce que je sais que Xavier l'a fait pour l'AEP. Oui, c'est-à-dire l'autopilote amélioré, donc il l'a fait, qui permet le changement de fil, qui permet de se garer automatiquement, à mon sens, honnêtement, devrait être livré en standard sur toutes les voitures. Parce que ça existe sur pas mal de voitures absolument en standard et sans option. Donc pour une voiture qui se présente comme avec vraiment le minimum d'options par rapport à la concurrence, moi je pense que autant la conduite entièrement autonome, quand on pourra l'activer, que ce soit payant, ok, soit, autant honnêtement le parking automatique, non, ça devrait être... écoutez-nous, je veux dire, écoutez-nous. Et du coup, Xavier donc a acheté cette option parce qu'il avait la totalité de l'argent nécessaire pour acheter cette option. Sauf que le FSD coûte bien plus cher. Et donc, en fait, c'est 2 fois le prix. C'est 3008 l'autopilote amélioré. C'est 7200. 7005. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc 7005. Et du coup, on n'a pas forcément 7500 € de crédit Tesla. Nope. Voilà. Donc, du coup, on ne pouvait pas l'acheter. Sauf que là, maintenant, ils ont ouvert cette option qui permet de dire je paye j'ai 500, j'ai 600, j'ai 1000 € de crédit. Je paye 1000 € et je complète le reste. Et donc, du coup, ça ouvre la porte à ceux qui ont un peu d'argent sur crédit Tesla et ils ne savent pas quoi en faire. Tu me donnes une transition rêvée parce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un crédit Tesla. En fait, je vous explique, c'est très simple. Si vous avez envie aujourd'hui d'acheter une Tesla, vous allez dans les notes de cette émission. Xavier est mort de rire parce qu'il fait exactement pareil sur toutes ses vidéos YouTube et TikTok. Et vous allez trouver un lien magique qui va vous permettre d'avoir 500 € de réduction sur l'achat de votre propre Tesla et qui, moi, me donnera des crédits pour recharger gratuitement un peu sur la route. Ou alors, si je les accumule comme un TikToker, je pourrais un jour m'acheter une option. Le FSD, pourquoi pas ? Le FSD, pourquoi pas quand il arrivera. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc qui reste unique à Tesla et dont on peut d'ailleurs louer le fait que ça existe encore. Parce que alors ça vient et ça s'en va et ça revient et la générosité s'en va et revient. J'ai envie de dire avec la santé des ventes ou les générations successives de voitures. Je pense que c'est surtout ça, ouais. C'est une question de timing. C'est de l'incentive, comme on dit. Donc quand ils n'ont pas besoin de stimuler les ventes, ils ont pas besoin de te faire des cadeaux. C'est ça, mais c'est vrai que des fois c'est 250 € qu'on récupère en crédit dès que quelqu'un utilise notre lien de parrainage. Des fois c'est 500, des fois c'est même 750. Mais ça c'est quand ils achètent une très grosse voiture. Peut-être, ça va être ça. T'imagines, tu vas sur TikTok et là tu te dis mais ouais, une Model X à 100 000 €, moi ça ressemble à une bonne idée. Il a une bonne gueule, ce Xavier. Je vais cliquer sur son lien. Tiens. Il pourra plus. J'ai mis le lien de mon beau-frère d'ailleurs maintenant. Parce que moi j'ai atteint la limite. Il y a une limite qui doit être, je crois, de 15 parrainages. Mais par contre, j'ai fait un heureux. Ah bah oui. Parce que depuis que j'ai changé son lien, ça date d'il y a un mois et demi, je crois qu'il a eu 8 parrainages déjà. Donc il est super bien, content. tu fais des heureux. Ouais. Kingmakers, le roi Midas. Mais quand il arrivera à la limite aussi, je prendrai un mec au hasard dans la rue. Une des vaches proche de toi. Alors il va falloir regarder de plus près ce qui va se passer chez Tesla maintenant que la marque a retrouvé son PDG, maintenant que Elon Musk, il l'a dit lui-même, finalement la politique c'est compliqué. Enfin je veux dire, il va arrêter d'investir parce que ça coûte cher et puis bref, comme tous les gens qui un jour ont approché Donald Trump, il s'en sort bien finalement parce qu'il y a ceux qui ont été bannis et puis il y a ceux qui se sont retrouvés en prison. Lui n'a été que amicalement banni de la Maison Blanche, il a littéralement rendu son badge. Donc ça y est, je pense qu'il a rangé son petit bureau et qu'il ne reviendra pas de sitôt. Mais c'est une bonne nouvelle, on le pense, pour la marque qui doit, à mon avis, réparer un peu des dommages faits à la marque en général, pas tant aux véhicules
en particulier, et puis qui a besoin d'avoir un patron qui s'occupe d'elle. Alors c'est compliqué parce que son emploi du temps reste le même qu'avant l'épisode Trump, c'est-à-dire qu'il y a aussi SpaceX, il y a Neuralink, il y a tout ça, enfin il y a quelque chose qui occuperait d'ordinaire 3 à 4 personnes facile. Mais voilà, et puis apparemment il a aussi des soucis. Je lisais le New York Times cette semaine. Pourquoi les gens, à un moment, à quel moment est-ce que tu crois que tu peux te compliquer la vie à ce point? Je vais faire 14 enfants avec 9 femmes. Je trouve que c'est une très très bonne idée. What could possibly go wrong, comme on dit en anglais. Bref, donc il a quelques problèmes à régler, mais on devrait le voir plus souvent parler de Tesla, parler des nouveautés, parler de la marque et parler des voitures. Et alors moi, je dois dire que depuis 3 semaines environ, moi qui surveille un peu son Twitter du coin de l'œil, il parle plus de politique du tout. C'est extrêmement reposant. Bon, il lui reste quand même pas mal de travail à faire pour remonter cette pente-là. Merci beaucoup, Fabien Sturny, d'être venu jusqu'à ce micro. C'est toujours un plaisir. Juste une question. Est-ce que le nombre de membres du Tesla Owners Club France évolue avec les ventes de Tesla ? Non. En fait, c'est d'ailleurs, je pense, une question que tu poses régulièrement. Ouais. On n'évolue pas, on ne baisse pas. Donc en fait, c'est le canal historique. On est sur toujours les 1000 adhérents, mais sur les 1000 adhérents, tu vas avoir le socle qui est là depuis 4 ans. Donc ça ne change pas. Ils ont fait tous les 5 TOD, c'est le 5e cette année. Ils sont toujours là, et puis en fait on a des nouveaux qui arrivent, mais ils repartent au bout d'une année, 2 années, parce que ça les intéresse pas, ils n'ont pas de sortie à faire, voilà, donc ils ont pris ce qu'il y avait après. Oui, parce qu'on dit il y a cet événement annuel, mais il y a aussi des dizaines d'événements dans toute la France. Oui, si on prend 2024, on était à 72 événements. Dans toutes les régions de France. Je suis persuadé que Xavier arrivera à trouver un événement même proche de chez lui. Du coup, même proche de sa campagne. Oui, bien sûr. À moins de 50 km, je suis pas sûr. Non. Entre Vannes et Nantes, mais au moins du bon côté de la frontière bretonne, j'espère. On a un club, on a une antenne Bretagne, justement. Donc voilà, mais il n'y a pas de souci avec ça. On fait des événements. On a un super événement réservé exclusivement aux membres. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est qu'on a cette exclusivité et encore je remercie une fois de plus Tesla, nous pouvons visiter la Gigafactory de Berlin. D'accord ? Je peux venir ? C'est trop tard. Mais l'année prochaine. Avec plaisir. Voilà. Mais je prends mon billet tout de suite. J'adore Berlin. Donc du coup, effectivement, c'est réservé aux adhérents. Donc forcément, on a fait la promotion on pouvait visiter en étant adhérent. Il y aura un tirage au sort parce qu'il n'y a que 45 places. Donc donc forcément, il y a des gens qui, par opportunité, disent oui, ça m'intéresse, donc je deviens adhérent. Évidemment. Voilà, et c'est comme ça. Mais en tout cas, on a un plafond de 1000 adhérents et on est très content parce que 1000 adhérents, c'est déjà pas mal parce qu'il faut faire pas mal de choses et ça, voilà. Après, si on grossit trop, il va falloir qu'on travaille un peu plus et ça prend du temps d'organiser tout ça. C'est compliqué, président d'association comme job. Tout à fait. Ça reste du bénévolat. Le garçon qui est lui-même président d'association, qui n'a rien à voir, mais c'est voilà. Ouais, c'est un vrai job en fait. C'est un vrai job. Au début, je crois que ça va être un hobby et en fait, non. Tout à fait. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, voilà, j'étais ravi de vous revoir, enfin de te revoir et de faire la connaissance de Xavier. On verra l'année prochaine. Il y a de fortes probabilités qu'on parle de Michelin parce que c'est un rassemblement. En gros, une année sur 2, on se retrouve sur les pistes de Michelin. Je raconte à Xavier qui lui n'est jamais venu. C'est un truc à vivre une fois quand même parce que d'abord tu vas pouvoir aller essayer ta propre voiture sur des pistes d'essai. Ouais. Donc ça fait envie. Une qui glisse et une qui oui, plutôt, une sèche et une mouillée. Voilà. Et puis surtout, tu vas pouvoir monter à côté de vrais pilotes d'essai de Michelin qui, eux, vont faire des trucs avec des voitures que tu as l'impression de connaître. Eh ben non, pas du tout, en fait. Ouais. Tu vas redécouvrir des voitures que tu pensais connaître. C'est un chouette événement. Et puis, c'est unique parce que c'est des choses que tu ne peux pas faire d'ordinaire. Exactement. Dans un endroit où tu ne peux pas aller. Enfin, contrairement au parc Walligator qui nous entoure aujourd'hui, qui est un endroit charmant. J'ai pas eu le temps de visiter, mais mon fils s'éclate depuis ce matin. Lui, il est absolument ravi. Mais prends-toi quelques minutes après l'émission. Là, mais je vais aller me jeter dans les fontaines qui sont là-bas parce qu'il fait quand même 35 degrés. Donc, bref, voilà. Merci infiniment. Merci Fabien d'être venu jusqu'à ce micro. On te laisse travailler parce que ta journée est loin d'être terminée. Merci. Bien, pour autant, il n'y a pas que Tesla dans la vie, je le disais dans le sommaire. Parmi les nouveautés, qui ont attiré mon attention ces derniers jours, il y a la BYD Dolphin, toute petite, on va dire petite, citadine, normale, mais qui, ça y est, passe sous la barre des 20 000 €. Et 20 000 €, c'est intéressant parce que c'est la somme dont on nous dit un peu depuis le début que
En gros, pour qu'une électrique se vende, comme une thermique, il faut passer sous les 20 000 euros. T'as pas pu l'essayer encore? Non, mais ça m'intéresse. BYD, ça se passe bien? T'as de bonnes relations avec eux? Je sais pas trop. Alors, si je peux en parler. Question suivante, très bien. Non, je peux en parler. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. En fait, suite à de nombreux commentaires, j'ai commencé à m'intéresser à BYD et faire un comparatif avec la SEAL, je crois, l'équivalent de la Model 3. La BYD SEAL, qui est à peu près l'équivalent de la Model 3. Ouais. Et qui est assez ressemblante d'ailleurs, disons-le. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Surtout extérieur, oui. Et du coup, je me suis rendu à BYD Nantes. Alors peut-être que maintenant il y en a 2 ou 3 depuis comme concession. Moi j'en vois un. Mais il y en a bien, il y en a plein. Moi j'en ai vu une se monter à Rennes, donc de l'autre côté. Oui, non mais Nantes, oui. Nantes Sud, mais alors je sais plus, peut-être Rezé, quelque chose comme ça pour ceux qui sont de là-bas. Donc pas loin de chez Tesla d'ailleurs. Oui, mais je crois qu'ils ont fait encore pire maintenant. Je crois qu'ils sont touche à Tesla. Mais je suis pas sûr. C'est comme quand un Burger King vient s'installer devant McDo. Tu dis, mais vraiment, le marché est-il assez grand pour ces deux-là? Et du coup, donc rendez-vous, premier contact par email forcément, rendez-vous là-bas. Le mec, je lui explique, je crois d'ailleurs c'était peut-être le responsable de l'agence ou je sais plus. Mais bref, je lui explique un peu ce que j'ai en tête. Je lui dis en toute honnêteté, je lui dis bah voilà, je suis propriétaire d'une Tesla Model 3. Je pense que vous avez un véhicule qui est équivalent et si je viens vous voir, je pense que je vais en dire du bien en vidéo. J'aimerais bien faire un comparatif en toute honnêteté, etc. Le mec très emballé, bien évidemment, il avait regardé ce que je faisais un peu avant le rendez-vous. Tellement emballé qu'en fait, il me fait le tour du parking, de tous les modèles. Il me montre des modèles que je connaissais. Il fait son boulot de concessionnaire. Ouais, non, mais c'est clair, ouais. Et bref, c'était une période où la météo était un peu calamiteuse sur Nantes. Du coup, je lui ai dit... Ce qui n'arrive jamais. Oui, il pleut que sur les coups en Bretagne de toute manière. Exactement. Du coup, on regarde un peu le planning et je lui dis là, le problème c'est que pendant 4 jours, ils annoncent de la flotte. À partir de telle date, on se recontacte, on s'appelle, on s'envoie un message, un mail, etc. D'ailleurs, j'avais obtenu son numéro. Et on se recontacte et puis on fait en fonction de la météo. Du coup, moi je rentre chez moi, j'affine un peu aussi le projet que j'avais de vidéo en termes de comparatif. Et je renvoie un message à BYD en disant si vous voulez, à partir de telle date, ils annoncent plutôt bonne météo, let's go quoi. Ok. Un vu. Voilà. Ah ouais. Un vu depuis février 2025. Alors, message amical. BYD, répondez à ce garçon. Il n'a que des intentions positives à votre égard. Il a juste envie d'essayer une BYD SEAL. On va trouver un numéro de service de presse. Il faut faire quelque chose. Enfin, c'est pas. Ouais, alors du coup, j'ai abandonné l'idée de comparatif. J'ai d'autres idées, par contre. D'accord. Mais alors là, pour en revenir du coup au constructeur chinois, là pour le coup, je suis plutôt en contact avec Xpeng. Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant parce que nos camarades de Numérama ont fait un excellent papier justement sur cette nouvelle BYD Dolphin Surf, pardon, qui en Chine s'appelle la Seagull. Alors peut-être que Seagull en français c'est pas c'est comme quand Honda a voulu faire la Toyota ou la Honda MR2. Non, ça marchait pas très bien chez nous, il a fallu qu'ils changent de branding. Bref, une BYD Dolphin Surf qui arrive donc sous la barre des 20 000 euros. Or sous la barre des 20 000 euros, il y a combien de voitures électriques sur le marché? Deux têtes, il y en a 3. Citroën Ami. Alors il y a une Citroën Ami, mais bon, qui punch pas dans la même catégorie, dirons-nous. C'est pas vraiment une voiture. Non, il y a la Dacia Spring Extreme, 19.9, et puis la Leapmotor T03 aussi, comme vraiment petite citadine. Ça fait peu de choix quand même pour le consommateur. C'est ça, et surtout quand on les met, quand on les compare là justement, quand on fait comme exactement ce que tu aurais aimé faire, c'est un vrai comparatif. Forcément la BYD sort plutôt gagnante avec de la charge rapide à 65 kW, avec alors pas tant sur l'autonomie finalement, elle annonce en tout cas un petit peu moins d'autonomie, mais avec aussi pas mal de puissance, avec une batterie qui fait 30 kWh, bref, et puis surtout avec beaucoup plus de raffinement, de gadgets, d'équipements intérieurs, et ça on sait que les Chinois sont très forts là-dessus. C'est intéressant parce que c'est finalement la voiture, presque plus encore que le smartphone, qui est en train d'arriver à réformer l'idée que les gens se font de l'industrie chinoise. C'est-à-dire, souviens-toi, il y a quelques années, t'entendais, acheter chinois, acheter 2 fois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un peu fini. Et alors, c'est intéressant, et là, on va faire une digression totale. Il y a un bouquin qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis, qui s'appelle Apple in China, qui raconte l'histoire d'Apple en Chine, et qui nous dit en fait que
la raison pour laquelle aujourd'hui on a des smartphones de très haute volée et des voitures de très haute volée sur le marché de l'électrique, c'est grâce à Apple. Pourquoi ? Parce que Apple a massivement investi en Chine. Ils ont promis... En fait, le problème, c'est que la Chine, quand tu es un industriel étranger, te force à faire des alliances, des joint ventures, comme on dit, avec des partenaires locaux, qui parfois se finissent pas très très bien. Et Apple a dit non, nous, on travaille seul, on ne fait pas d'alliance, s'il vous plaît. En revanche, on va investir massivement. On va investir 55 milliards de dollars par an dans nos infrastructures de production et dans la formation des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers, des usines, etc. Et au total, à ce jour, ils auraient formé 28 millions de personnes en Chine. Wow. Et c'est pour ça que quand Donald Trump dit non, mais moi je vais mettre une taxe sur Apple s'ils ne fabriquent pas leurs iPhones aux États-Unis, c'est un rêve, c'est une chimère. D'abord parce que Apple n'a pas ses propres usines, donc ça voudrait dire faire bouger des dizaines, des centaines d'industriels partenaires. Enfin, c'est absolument infaisable. Et puis en plus parce que il faudrait reformer des dizaines, des millions, voire des dizaines de millions de personnes pour arriver à la même chose, et que ça a en fait été un effort sur 5, 10, 15 ans. Donc c'est pas demain la veille que ça va se passer. Et le bouquin, que j'ai pas encore lu honnêtement, j'en ai lu que des extraits dans la presse, te raconte très bien qu'en fait, quand Tesla est arrivé en Chine pour ouvrir leur usine à Shanghai, qui reste à ce jour leur plus grande usine, qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Ils sont allés recruter des Chinois qui avaient travaillé pour Apple, pour arriver à se développer avec les mêmes standards d'innovation et de qualité surtout. Et je me souviens que ça a été assez frappant quand les premières Model 3 produites à Shanghai sont arrivées chez nous. Et tout à coup, on n'y trouvait plus les défauts qu'on trouvait au Model 3 avant, les défauts d'alignement, etc. Tout à coup, on était face à des voitures qui avaient un contrôle qualité, mais alors terriblement stringent et vraiment des niveaux de qualité extraordinaires. Et c'est drôle de se dire que si BYD est en train de manger l'industrie automobile, c'est grâce à Apple. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille lire ce livre de plus près. Tant qu'on se parle de voitures chinoises, tu me disais hors antenne, que la voiture que tu attends de pied ferme, c'est celle de chez Xiaomi. C'est rigolo parce que Xiaomi, on y pense comme un fabricant de smartphone, mais vous voyez que là, le raccourci, il est totalement pertinent. Et la Xiaomi SU7. Xiaomi, je peux lancer un message là, Xiaomi, c'est le moment. Bien sûr, le Xiaomi, jour où la SU7 Ultra jaune avec le gros aileron là arrivera en France, je veux être l'égérie France, s'il vous plaît. On fera des vidéos très rigolotes. Je n'en doute pas. Non, je suis amoureux visuellement, puisque bien évidemment, je ne l'ai pas vu de près. Elle a une... Alors, tous les gens qui sont allés au salon de Shanghai récent sont revenus à peu près amoureux de cette voiture, en tout cas de son design, parce que de fait, je ne sais pas comment on la décrirait, à quoi elle ressemble en fait. Est-ce qu'elle ressemble à des choses qu'on connaît ? Non, on dirait un peu, peut-être une voiture des 24 heures du Mans. Ouais, c'est très sportif, très arrondi vers l'avant. Il n'y a pas des grandes lignes claires. Il n'y a pas. Ça leur arrondit, mais agressif, je dirais quand même. Avec un arrière qui rappelle un peu Porsche. Avec, il y a plein de références visuelles. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à la Taycan de derrière. Voilà, pas du tout à l'avant. Hein. À l'avant, c'est plus, je sais pas, j'ai pas les refs en tête. En même temps, je ne suis pas journaliste automobile, c'est pour ça que ce podcast est drôle. Voilà, donc la Xiaomi SU7, l'appel est lancé. Xiaomi, si tu nous écoutes, Xavier a très très envie. Mais non, mais il faut le faire en plusieurs épisodes. D'abord, tu vas à Shenzhen pour la découvrir là-bas, dans son berceau, j'ai envie de dire. Ouais, mais on peut pas l'essayer. Même tous les créateurs français qui vont là-bas, il y a toujours quelqu'un de chez Xiaomi au volant. C'est la Chine, monsieur, quand même. Voilà, et puis parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein, Exactement, oui. Donc il va falloir qu'elle arrive en Europe. Et puis après, elle va arriver en Europe aux États-Unis. Tu vas toi aussi aller aux États-Unis, comme tous les gens qui ont essayé le Cybertruck au début. Tu vas la louer auprès de quelqu'un qui l'a acheté. Ça te coûtait $1000 la journée. Mais tu vas faire une super vidéo. 15 vidéos pour rentabiliser. Exactement, 15 vidéos. Non, mais c'est chouette. Et surtout, vraiment, on voit que là, on est dans un truc qui est plus haut de gamme. Parce qu'elle va coûter combien ? Ça va passer la barre des 100 000, puisque c'est l'équivalent, ça sera la Tesla Model S de toute manière. Donc, voilà. Ça sera du 110, 120, quelque chose comme ça. Alors c'est intéressant parce que donc cette Xiaomi SU7 Ultra, il y a quand même, je crois que c'est un créateur de contenu qui l'a regardé d'un peu plus près, qui s'est aperçu que l'une des choses qui change, c'est le capot avec des entrées d'air. Puis il a ouvert et s'est aperçu que les entrées d'air ne servaient absolument à rien, et donc que c'était juste une option à 5 000 € ou 5 000 $, qui était juste une option de design et qui ne changeait absolument rien à la dynamique de la voiture. Mais écoutez, c'est pas les premiers à avoir fait des choses pareilles, hein, vous savez. Moi je vous en montrerai plein des voitures qui avaient des entrées d'air qui ne menaient nulle part. Oula. Oui.
Sacré palanqué. Oui. voir des doubles pots et des quadruples pots à l'arrière qui étaient juste là pour faire du bruit. Bref, donc voilà la Xiaomi SU7 qu'on attend de pied ferme. Et on attend aussi une date déjà. Ah bah oui, mais parce évidemment. que pour le moment on n'a rien du tout. Non. C'est bien, ça rappelle un peu Tesla. En fait, ils suivent le même truc. Ils te montrent un truc comme le Roadster de Tesla. Ici, dis donc. Ouais, parce que le nouveau Roadster, ça fait quoi, 7 ans qu'on l'attend maintenant, donc bon. Et celle-là aussi risque de se faire attendre. Mais ce serait quand même compté sans l'efficacité chinoise. Et là, je pense que ça prendra un petit peu moins de temps. Nous sommes rejoints par Alexis Marcadet, le fondateur de Revolt. Bonjour Alexis. Bonjour. Ça se passe bien jusque-là cette journée pour toi ? Ça se passe très bien. Tu vois, je sors du parking. Et comme tout bon garagiste, on s'est rendu compte qu'on était plus utile sur le parking qu'à l'intérieur sur notre stand. Parce qu'on propose des diacs batteries. En fait, on fait un concours, donc on a beaucoup de demandes. Alors, j'allais y venir. Revolt, c'est donc ce réseau de garagistes spécialisés dans l'électrique. Le credo, c'est de dire que finalement, ces voitures, elles sont faites pour durer 1 million de kilomètres ou 100 ans. C'est ça, même plus d'1 million. Tu sais, il y a une Tesla aux US qui a atteint les 2 millions. Pourquoi pas compter en millions. Donc finalement c'est possible. Et alors il y a 2 choses. Moi j'ai vu passer 2 infos intéressantes. La première, oui c'est ça, que vous organisez pas un concours de longévité, mais en fait vous faites des tests de l'état intrinsèque des batteries. Qu'est-ce qu'on y découvre en général ? Parce que la grosse peur c'est évidemment la durée de vie des batteries. Est-ce que c'est en train de devenir une fausse peur ? Alors c'est en train d'être... c'est plus difficile d'avoir peur qu'il y a 10 ans. Nous, chez Revolt, on est vraiment des spécialistes des voitures hors garantie. Donc notre quotidien, c'est des voitures qui ont 8, 9, 10, 12, 13 ans, quoi, les toutes premières, les pionnières. Donc côté Tesla, c'est surtout la Model S qu'on travaille au quotidien. Et les peurs d'il y a 10 ans sont quand même pas les peurs d'aujourd'hui. Hein. Les technos de batterie ont vachement progressé. Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir peur aujourd'hui que... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir... Ouais, bon, bref, je me suis perdu dans ma phrase. On se comprend, mais... Bon, tout le monde a compris cette phrase. Mais les voitures d'il y a 10 ans, tout à coup, elles deviennent réparables. Oui et non. Il y a quand même des packs batteries qui ont des problématiques d'accessibilité des pièces. Et donc, on milite chez Revolt pour l'upgrade, être en capacité de mettre une techno de 2025 ou 2030 dans une batterie de 2015, ce qui, là, rendrait ces batteries vraiment éternelles avec des technos successifs qu'on mettrait dedans. Mais, pour rester dans le thème d'aujourd'hui, les batteries Tesla Model S sont réparables. On est en capacité de changer des modules. On sait réparer les cartes BMS. On sait réparer les autres pannes de connectique, les pertes d'étanchéité. Donc, pour le moment, so far so good, puisqu'on est dans une marque américaine. Et on espère que les technologies de batterie soudées ne vont surtout pas s'imposer, parce que ça serait très problématique pour la réparabilité de ces packs, et donc pour la décote à venir des voitures qui auraient ces technologies. L'autre annonce que j'ai vu passer, c'est qu'il y a combien de garages Revolt en France aujourd'hui ? Alors on est à 3 garages, un spécialiste d'électronique et 2 électriques hybrides, tu vois, batterie, moteur, chargeur, on répare tout. Et on a maintenant un réseau qu'on appelle les garages branchés. Que j'avais peut-être dû en parler l'an dernier. Absolument. Il se lançait. On a une 20aine de garages abonnés, tu vois, dans toute la France. On en a un à l'étranger depuis hier, et on en a un dans les dom-toms, au sud de la Méditerranée. On n'a pas encore annoncé où. Au sud de la Méditerranée. Et les dom-toms, c'est où ? Les dom-toms, c'est du côté de la Réunion. Ah, chouette. Ça, c'est mon credo depuis que j'ai visité la Réunion. Et où j'ai dit, mais attendez, mais ça n'a aucun sens de conduire des voitures thermiques sur une île comme la Réunion. Parce que le seul contre-argument qu'on donne à l'électrique, c'est l'autonomie. Or, là, c'était sur une île où tu fais le tour de l'île et ça fait 140 km. Donc, si tu veux, ça n'a pas de sens. Et en termes d'énergie, tu es sur une île qui a toutes les compétences pour être indépendante énergétiquement. Donc, en plus, il y a vraiment... Et qui accessoirement fait venir son carburant par paquebot de Singapour. Donc malheureusement. Donc on a tous les problèmes et toutes les réponses au même endroit. Donc si on arrive à gagner la Réunion, on aura fait une partie du chemin pour les autres endroits. Alors pour tout dire, on se voit à chaque fois dans ce même événement tous les ans. J'ai failli t'appeler il y a 2 semaines. J'aimerais qu'on se voit plus souvent. Écoute, ce sera avec grand plaisir. On a failli se voir donc, parce que pour des raisons professionnelles, je cherchais un véhicule, un petit utilitaire à acheter. Donc évidemment, avec Opiniâtreté, je suis allé voir les ventes aux enchères en ligne. Je voulais absolument que ce soit une électrique, parce que ça a aussi un impact sur plein de choses, même pour mes propres clients. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois une voiture de rêve. Définir une voiture de rêve. Un Kangoo électrique
ex-Kangoo électrique EDF, donc encore bleu avec les barres rouges et blanches sur les côtés et un gyrophare. La fausse bonne idée. Bénéfice immédiat, tu peux te garer n'importe où. Seule chose sur le descriptif, c'est attention, elle date de 2014 et donc sa capacité, son autonomie, la capacité de sa batterie a grandement diminué. Il n'y avait pas plus d'informations que ça et je me suis dit, est-ce que j'appelle Alexis pour savoir combien ça coûte de restaurer une batterie de Kangoo? Eh ben, t'aurais dû m'appeler, je t'aurais fait peur, tu l'aurais pas acheté malheureusement. Ah, je l'ai pas acheté. Hein. J'ai acheté une Kangoo moi-même. Elle est partie pour 1100 €. Ouais, c'est cher. Dommage. C'est cher. Ouais, c'est un peu cher. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'en ai acheté une à 500 € il y a 3 semaines. Une 5 places, c'est assez rare sur les Kangoo. Ouais. Donc, le seul devis proposé par Renault sur ces Kangoo première génération, c'est 17 000 € pour le remplacement du pack, pour obtenir une autonomie de 100 bornes neuves. Et on est chez Jaguar, là, c'est pas possible. Et attends, mais du coup, comme c'est des voitures qui s'achètent 5-6 000, normalement, elle est ce qu'on appelle économiquement irréparable si t'es en panne. Le coût est plus important que la valeur de la voiture. Donc, elle doit aller à la casse. Et c'est une des raisons pour lesquelles on milite pour l'upgrade, parce que les packs, les modules de ces batteries-là n'existent plus, la techno est dépassée. Donc nous, en tant que garagiste, c'était quoi comme techno? C'est un cancer incurable. Je voudrais pas te dire de conneries. D'accord. C'était du lithium, mais je sais plus ce qu'il y avait derrière. D'accord. Et donc c'est vraiment des cancers incurables. Et malheureusement, il y a un vrai effet calendaire, tu vois. Oui. Là, on voit très bien dans le podcast le geste que je fais avec la main. Oui, une courbe qui baisse. Au bout d'une dizaine d'années, tu vois, il y a un vrai effet où ça peut chuter. Surtout si elle reste dans un coin, qu'elle ne tourne pas, qu'elle reste déchargée. Ça dépend des technos, ça dépend des modèles. Mais dans le cas du Kangoo, on constate qu'à la dizaine d'années, ça se dégrade assez rapidement. Donc, c'est des voitures qui, malheureusement, alors qu'elles ne nécessitent pas de kilomètres, c'est rare de se dire, tiens, je suis une mairie, je vais acheter une Kangoo, j'ai besoin de 500 bornes d'autonomie. Non, en général, la flotte EDF est un excellent exemple. Ils en ont plus de 1000. Donc tu vois, c'est un vrai problème. Donc nous, là-dessus, on a commencé à parler à des politiques. On est allé assez loin auprès du ministère des Transports et on a eu 2200 réponses à un sondage pour l'upgrade. On montre que tout le monde a envie de pouvoir upgrader ses véhicules. Et même des Tesla. J'ai eu quelqu'un là sur le parking qui m'a dit qu'il avait une Tesla 90 qui était bridée en 80, parce que Tesla ne propose pas le pack, etc. Quand tu parles d'upgrade, on parle de quoi? Moi, ma définition de l'upgrade, c'est de dire que tu mets dans un véhicule une capacité de charge, une efficacité de moteur ou une autonomie, une techno qui permet une autonomie dans ton pack batterie qui n'était pas celui d'origine. Ah oui, d'accord, donc tu changes le pack batterie en fait. Ou tu le gardes, tu l'ouvres. À nouveau, un geste extrêmement simple que je vous montrerai dans ce podcast. Tu ouvres cette grosse poisse de conserve qui est un pack batterie, tu remplaces les piles historiques par des nouvelles, avec une nouvelle techno, par exemple du sodium si ça arrive. Tu refermes, tu dis à la voiture, tu n'as plus 100% d'autonomie, tu as 150 et tu roules avec. Donc ça veut dire qu'on dit que sur le papier, il faudrait que toutes ces voitures soient réparables, faciles à entretenir, faciles à faire évoluer. C'est pas forcément le cas. Il y a quand même des modèles avec et des modèles sans. Il y a des modèles avec et des modèles sans. Nous, on veut pas être oiseau de mauvais augure. Donc tu vois, si tu m'avais appelé, je t'aurais dit ça. Mais plutôt que dire ça, je préfère dire le Kangoo a un indice de réparabilité de X qu'on est en train de calculer. Tu vois, on est en train de sortir ça pour être capable d'aider les personnes, les clients, les flottes, tout le monde à choisir parmi deux modèles, sachant qu'un indice de réparabilité, il va se dégrader naturellement. Une Tesla d'il y a 10 ans, une Kangoo d'il y a 10 ans, une Zoé, elle va naturellement avoir pas le même indice qu'elle avait il y a 8 ans. Les pièces sont moins disponibles, il y a plus d'heures nécessaires pour accéder à certaines choses, etc. Bon, l'autre info que j'ai entendue, c'est qu'on va pouvoir faire venir réviser sa Tesla chez Revolt. Exactement, ça c'est une information qui date de la semaine dernière, tu es très bien renseigné. C'est un métier. Quel talent. Et donc on a eu beaucoup de Tesla Model S, quelques 3, quelques Y, quelques X. Et on s'est rendu compte qu'en plus, on a des personnes de notre équipe qui sont des anciens Rangers Tesla. Donc on s'est rendu compte qu'on avait l'expertise, on savait ce qui risquait de péter, on savait ce qu'il fallait surveiller. Et donc on a créé la révision Tesla Made in Revolt, avec tout ce qu'il nous faut pour nous, tout ce qui n'est pas superflu, tout ce qui nous paraît nécessaire. On respecte les préconisations de Tesla et on ajoute un peu une petite sauce Revolt. C'est-à-dire ? Alors j'ai mal révisé, parce que je ne suis pas technicien. Mais tout est en ligne, si c'est pas aujourd'hui, ça sera dans les prochains jours. Et la logique globale qu'on a chez Revolt, c'est de mesurer avant de remplacer. Souvent, tu sais, il y a remplacement de la 12 volts automatique au bout de 20 000 bornes, remplacement du filtre à particules, bon ça oui, remplacement de tel truc. Nous, on a toujours tendance à dire, regardons l'usure avant de remplacer pour essayer de diminuer un peu les coûts. Et on va un peu plus loin, je crois, sur la vérification du moteur, et de la batterie, des chargeurs. On ira voir tout ça sur le site, c'est revolt.club. Pourquoi .club d'ailleurs ? Pourquoi .club ? Parce que depuis le début, on a la volonté de fonctionner de manière communautaire et de dire que c'est aussi un club de révoltés, ça marche dans les deux sens. Tu vois. Et on a créé une asso aussi d'ailleurs, qui s'appelle le Club des révoltés pour dire c'est la révolte contre l'obsolescence programmée. Et donc club avait du sens.
Ah non, mais c'est un branding merveilleux, c'est juste le point club qui me déroute un peu toujours. Ça t'inquiète, toi, Xavier, l'entretien de ta voiture ? Pas du tout, parce que j'ai la chance de pouvoir changer assez régulièrement, donc c'est des questions que je me pose pas trop, c'est pour ça. Ça, c'est trop bien. Pourquoi c'est le problème ? Ah non, je dis c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Vivre dans un monde sous garantie, c'est fabuleux. Ah oui, ça forcément, c'est merveilleux. Pourtant, c'est quand même des voitures qui ont besoin de beaucoup moins d'entretien que leurs équivalents thermiques. Je suis d'accord, c'est un entretien plutôt de surveillance, et après, à partir du... Gardons en tête qu'on est quand même dans l'immense... Je crois que la voiture moyenne électrique en France, elle a moins d'1 an. Oui. Le parc est très très neuf. Et nous, on parle au quotidien à ceux qui ont des voitures qui ont 7, 8, 9, 10 ans. Et donc, notre communauté est quand même très différente des personnes qui vivent sous garantie. Et eux, ils sont beaucoup plus anxieux, ils ont envie de comprendre ce qui se passe, ils ont envie de faire aussi pression pour dire aux constructeurs, battez-vous sur ces pionniers électriques qu'on représente parce qu'il faut les faire durer plus longtemps. Et après, il y a des impératifs écologiques. Moi, je crée cette boîte pour ça. C'est de se dire, plus une voiture électrique va rouler, plus elle va décarboner. Et plus on va pouvoir prouver à toutes les différentes gouvernements, entités, Union européenne, que c'est un outil et une arme de décarbonation massive. C'est difficile de trouver des garages partenaires, de trouver des professionnels qui ont envie de s'y mettre. J'ai 2 chiffres qui vont t'expliquer. C'est hyper facile à résumer. On a eu plus de 300 préinscriptions. Ah oui, donc, sans faire vraiment de com, on a eu des garages dans toute la France et dans une dizaine de pays d'Europe qui nous ont dit les garages branchés, ça m'intéresse, j'ai envie de creuser. Et qui ont basculé dans l'abonnement. Alors qu'on ne parle pas de quelque chose de très cher, on parle d'une centaine d'euros pour le premier niveau, qui ont basculé dans l'abonnement pour vraiment envoyer des gars en formation, récupérer du matériel, commencer à faire de la révision, de la petite répa, du diag. On en a une 20aine. Donc tu vois, tout est résumé là-dedans. Tout le monde se dit c'est bientôt, il va falloir que j'y aille sur l'électrique parce que j'ai vu passer le chiffre de 11% des répas pour un garage classique aujourd'hui qui sont électriques. Tu vois, cette année, ah oui, quand même. L'année dernière, c'était 7. Ouais. Cette année, ça va être peut-être 13, 14, je sais pas, quelque chose comme ça. L'année d'après, peut-être 18, 20. Ah, donc il faut se poser la question. Là, tu vois, il y a un moment, tu dis si je dois céder mon garage, c'est 20% de serre en moins, je vais faire comment, tu vois. Et pourtant, il n'y a pas une filière de formation sur ces choses-là. Non, on contribue à accélérer un peu le sujet. C'est très compliqué. T'es mécano, tu te lances en mécanique aujourd'hui, tu te lances en BEP, tu vois, il n'y a pas de filière mécano-électrique. C'est fou d'ailleurs. Parce qu'en fait, finalement, ça va être ça ton métier dans 10 ans, tu vois. Ouais. Bon. Tu peux apprendre à réparer des moteurs diesel en 2025 en France. Oui, ça rend un peu fou. Alors peut-être si sur les poids lourds. Tu peux, mais il ne faut pas qu'il y ait une majorité de jeunes qui fassent ça. Tu vois, c'est un peu absurde. Oui, j'ai vu une formation, un truc fou. J'ai vu une pub en ligne pour une formation en ligne à la mécanique. Déjà, tu te grattes un peu la tête parce que voilà quand même une formation où il faut quand même littéralement mettre les mains dans le cambouis. On va apprendre à faire de la poterie, mais sur Internet. Alors je sais que tout le savoir du monde est sur YouTube, mais je veux dire, bon quand même, et surtout qui te forme à des trucs qui sont purement du thermique. Et forcément, ça pose question pour l'avenir. Ouais. Merci infiniment, Alexis Marcadet, d'être venu. À l'année prochaine ou avant. Ou avant, s'il me vient l'idée d'acheter une Kangoo ou autre chose. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme petite utilitaire électrique dans de réforme ? Quelques semaines, moi, je ne sais pas exactement quand, on sortira l'indice de réparabilité sur les modèles les plus âgés, ceux qu'on connaît bien. Donc là, tu pourras regarder. Est-ce que c'est un Jumpy ? Est-ce que c'est ouais, d'accord. Okay. Un expert électrique. Sur les utilitaires, il n'y avait quand même pas grand-chose. Tu vois. Ouais, ou est-ce que c'est un Kangoo, mais un Kangoo avec un certain niveau de SOH, où on aura fait le diag batterie, où tu es certain d'avoir devant toi quelques temps, tu vois. Bon, je vais regarder ça avec attention. Merci infiniment. Merci à vous. Xavier, l'autre idée reçue, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de la recharge. Non mais regardez, la recharge sur autoroute, ça coûte plus cher que le diesel. Parfois, c'est vrai, selon la consommation de ta voiture, selon ce que tu payes pour ta recharge. Mais dans l'ensemble, au quotidien, tu recharges où, toi ? Soit chez moi, sur une prise classique, ce que je déconseille. Ah oui, c'est vrai, t'as même pas installé une borne. On est en cours. Ah, la réflexion avance. Ouais. Mais pourquoi ? Déjà parce que maintenant il y a 2 Tesla où j'habite. Aïe. Avant j'étais tout seul, donc ça allait tout seul, mais là il y en a 2. Donc il y a un peu de fight, ouais, c'est ça. Non, moi d'abord. Non, mais moi j'en ai besoin parce que moi je vais loin demain. Il y a un peu de ça. C'est ça. Ok, je comprends. Donc la question commence à se poser. Oui. Bon, mais pour autant ça change rien du coût. Tu t'es intéressé à ton contrat électrique quand tu t'es mis à recharger ? Oui et non, j'ai fait plutôt un test chez mes parents où c'est plus facile parce que ma mère a une application, elle peut voir en temps réel, etc. Mais alors, mes souvenirs sont un peu flous. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je posais la question. Il me semble que peut-être que 400 km, je crois que j'avais calculé ça comme peut-être un peu moins de 10 €, je crois. Et encore, elle avait un contrat pas forcément avantageux où elle payait, quoi qu'il arrive, il me semble 20 ou 25 centimes.
C'est ce qui est à peu près le prix en ce moment. Hein, ouais, mais sans heure creuse, heure pleine. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors justement, moi j'ai appris dans 20 minutes la semaine dernière que au-delà, on a évidemment heure pleine, heure creuse, qui sont d'ailleurs pas toujours un dispositif intéressant selon ce que vous consommez, comment vous consommez, quel type de chauffage vous avez, etc., etc. Ça peut être intéressant si vous rechargez beaucoup et donc que vous rechargez la nuit. Mais le gouvernement souhaite aujourd'hui développer à la fois des nouvelles bornes de rechargement, on va y venir, mais surtout mettre en place des horaires, des heures super creuses. Alors un petit peu particulière parce que les heures creuses aussi sont en train de changer. Il y a des heures creuses en pleine journée maintenant. Il y a du midi 14h et surtout, et je le dis souvent, c'est le problème de la recharge, c'est la lisibilité. Aujourd'hui, tu arrives devant une borne, on te dit regarde, là il y a une borne, tu arrives. De quel réseau fait-elle partie? Avec quelle carte fonctionne-t-elle? D'ailleurs, est-ce que les tarifs varient de carte en carte? La réponse est oui, très souvent, mais massivement même parfois. Moi, il m'est arrivé d'aller sur une borne, de regarder la marque de la borne, le réseau, parce que c'est un truc régional, par exemple, etc. Tu dis très bien, je vais prendre leur application, ce sera forcément moins cher. Eh ben non, j'avais moi une carte qui me permettait de payer 2 fois moins cher que le tarif affiché sur la borne. Bref. Ce problème de lisibilité, il aide pas les gens à passer le pas, quoi. Apparemment, il me semble qu'on peut-être à partir de 2025, d'ailleurs, je crois qu'on est en plein dedans, les bornes, je crois que c'est maintenant obligatoire d'avoir un TPE dessus pour pouvoir payer par carte, non? Je sais, peut-être pour les nouvelles, parce qu'en plus, il y a un énorme développement des bornes sur les parkings de centres commerciaux, sur les parkings en général, il faut qu'ils en rétrofitent au moins 5%, et que les nouveaux parkings mettent 20% de place avec des bornes, ce qui est énorme, énorme. Mais aussi qu'ils trouvent un équilibre économique qui fasse que ça fonctionne pour tout le monde. Et pour aider au développement de tout ça, le gouvernement français prévoit d'accélérer le déploiement des bornes et surtout justement d'avoir des registres publics de bornes, un peu comme de l'open data, pour avoir un registre où tu puisses lister toutes les bornes, avoir leur géolocalisation et avoir des tarifs pour pouvoir les comparer et pas juste te pointer devant une borne et dire comment ça, 68 centimes le kilowatt et 3 € de l'heure, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis il faudrait une application universelle, enfin un moyen de paiement universel, parce que là c'est le parcours du combattant, ne serait-ce qu'à l'hôtel où on loge d'ailleurs actuellement. Oui, on loge un hôtel qui est à côté du parc. L'hôtel est charmant, ils ont des bornes devant. Évidemment, le réflexe serait de dire je vais me recharger là. Et finalement, non, c'est 2 fois le prix du superchargeur qui est 5 km plus loin. Et il faut avoir la bonne application, il faut créer son compte, il faut mettre le moyen de paiement. Et on t'affiche pas le tarif avant que tu aies créé ton compte. Ouais, j'ai fait le test hier justement. Et oui, je crois que c'est 49 centimes actuellement. J'ai vu ça quelque chose. Ouais, plus un truc horaire ou je ne sais plus. 2 € plus 49 centimes. C'est ça. C'est hors de prix, quoi. C'est pas un truc où tu vas laisser ta voiture la nuit pour recharger. Donc c'est un vrai problème. Et alors évidemment, le gouvernement, il joue les deux tableaux parce que de l'autre côté, on a évidemment raboté toutes les primes à l'achat, etc. Mais l'enjeu, c'est quand même d'avoir d'ici 1 an, 2 ans, d'arriver à 400 000 bornes sur la voie publique d'ici à 2030. Même si honnêtement, avec le temps, on s'aperçoit que c'est de moins en moins compliqué de trouver une borne. C'est plus du tout un truc, il y en a partout. Ici, on n'est quand même pas, je veux dire, on est à Agen, c'est une ville vraiment moyenne. Il y a des bornes partout, des grosses, des petites, des privées, des pas privées, il y a un superchargeur, il y a etc. Le problème, c'est vraiment la lisibilité. Donc, surveillez vos contrats électriques pour anticiper l'arrivée de ces heures super creuses. Mais alors, l'autre nouvelle, et alors là, je vais faire un témoignage personnel. J'ai découvert ça il y a 3 mois, 4 mois. J'ai découvert un réseau de recharge que je pensais être nouveau. En fait, non, ça fait des années qu'ils sont là, mais moi, je ne l'avais jamais vu. Qui s'appelle IE-Charge. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je crois que je suis déjà tombé dessus, mais voilà. C'est un réseau de recharge avec uniquement des bornes rapides, 160 ou 320 kW, mais qui ont réglé le problème. Il y a un seul tarif, 25 centimes le kilowattheure. Et 25 centimes le kilowattheure, on est vraiment dans la fourchette très très basse de la recharge en France. Le truc, c'est on se dit mais comment ils font de la supercharge à ce prix-là? Et il y a un truc, c'est que ils ont une technologie de batterie pour amortir la consommation des bornes, mais surtout ils sont en rase campagne, ça va te plaire, juste à côté de chez toi. Et moi j'en ai essayé 2, j'ai fait des détours pour aller les tester, c'est merveilleux. La première fois tu enregistres ta voiture, la deuxième fois tu sors même pas de carte, tu fais comme un superchargeur, tu branches ta voiture et ça charge. Et voilà, 25 centimes. Mais alors c'est au milieu des champs, et je disais mais pourquoi au milieu des champs? Et en fait il y a 2 raisons. La première, c'est que je me suis aperçu qu'à chaque fois c'est juste à côté d'un concentrateur électrique. Tu
vois des lignes à haute tension qui arrivent, qui descendent. Donc en fait, ils ont très peu de voirie à faire pour tirer du câble. Et puis 2, évidemment, tu es au milieu des champs. Donc le prix du mètre carré pour tes bornes, c'est 3 fois rien. Je trouve que c'est un modèle vraiment intéressant. Je pense qu'on va inviter dans un prochain épisode les gens de NW qui sont à la tête donc de IE Charge. Mais allez voir IE Charge, c'est intriguant. Il y en a même d'ailleurs qui sont plus proches des villes. Il y en a, mais vous en trouverez pas au cœur de Paris. Vous en trouverez pas. Voilà. Merci infiniment, Xavier, d'être venu dans ce podcast. Je sais que tu as plein encore de choses à aller faire dans cet événement. Ça a été un plaisir de te recevoir. Pour te suivre, prioritairement, c'est où ? TikTok, Instagram ou YouTube, le même nom, Xavier CSN. Xavier _CSN. Voilà, si on va être précis. Il va falloir faire évoluer ce branding, ça va pas du tout. Ouais, on verra. Je sais pas, Xavier le magnifique, enfin ce que tu veux, mais tu vois un truc. C'est pas ma priorité pour le moment, mais oui, on peut me retrouver sur ces réseaux-là. Et moi, je suis plutôt spécialisé, on va dire, dans les formats courts, donc les formats verticaux. Mais de temps en temps, une petite vidéo de 30 minutes sur YouTube, ça fait pas de mal. Ouais, donc, voilà. Mais tu as nombre de fans autour de cette table également. Merci infiniment, Xavier. Merci à toi pour l'invitation, merci. Salut. Bien, pour terminer cet épisode, je voulais d'abord témoigner de ma frustration parce que ça fait, je crois, mon 5e événement du genre. Oui, c'est ça, Tesla Owners Club Day de suite. Et le gros défaut quand on fait un podcast comme celui-ci, c'est qu'on a tout sauf le temps de s'occuper d'aller faire le tour de l'événement. Alors surtout aujourd'hui, je vous parle pas du parc d'attractions qu'il y a autour. Là, moi, je vois des gens qui s'amusent, mais surtout, j'ai pas pu aller faire un tour. Ils ont un drag strip où on peut faire des départs arrêtés. Il y a tous les gadgets des pavillons partenaires. Il y a les conférences. J'espère en attraper une dans quelques minutes. Bref, mais heureusement, j'ai envoyé un reporter sur place. Bonjour Oscar. Bonjour, c'est moi. Alors Oscar, il a 12 ans, c'est mon fils. J'ai toujours juré que je n'abuserais pas de l'image de mes enfants sur les réseaux sociaux, donc c'est bien parce que là, vu qu'on n'a pas filmé l'épisode, vous n'avez que le son. Et Oscar, lui, il vient dans ces événements, mais lui, il en tire vraiment parti. Lui, il fait vraiment le tour du truc. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert ici aujourd'hui, Oscar ? J'ai découvert que c'est un Tesla Owners Day un peu particulier parce que normalement, ils le font privé avec pas vraiment des gens qui sont pas inscrits. Et là... Oui, c'est-à-dire que là, on est au milieu de familles qui, elles, viennent juste au parc Alligator pour la journée, qui passent devant cette grande estrade et qui se disent « Mais qui sont ces gens qui parlent de ZFE et de Xiaomi, SU7 et de... » Oui, bien sûr. Et en gros, je me disais, je me confonds un peu dans les gens qui font partie de l'événement et les gens qui viennent de juste Alligator. Je me disais, et comme par exemple, là 10 minutes avant, quand je suis venue là, j'ai demandé à une personne, c'est où la tente de Tesla là ? Et il dit, je ne sais pas, je fais pas partie de l'événement carrément. Bon, qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a intéressé, étonné ou plus ? J'ai vu qu'ils ont un nouveau truc à Green Drive. Green Drive qui est un accessoiriste. Ouais, qui est un accessoiriste, un sponsor, voilà. Avant, ils avaient la Cyberquad qui était incroyable. Genre... Ah, le Cyberquad, c'est l'espèce de petit quad électrique de Tesla, oui. C'est le truc dont je rêve pendant 5 ans, quoi. Évidemment, parce que t'as pas encore le permis. Exactement. Et ils ont un nouveau truc, ils ont un petit modèle de Tesla Model Y et c'est une batterie de charge. C'est-à-dire ? Il y a un petit modèle de cette taille environ. Ah oui, comme un modèle enfant de la Model Y. Non, on peut pas se mettre dessus, ça roule pas. D'accord. Mais c'est juste un exemple de charge pour Green Drive pour les gens qui viennent pas, quoi. Et en gros, les gens, ils peuvent voir et ça peut leur inspirer d'acheter des Tesla, d'acheter des chargeurs et quelques... D'accord. Toi, tu as pu aller faire un tour en voiture quand même aujourd'hui ? Ouais, j'ai pu faire dans une Model S Plaid. Waouh. Donc celle qui fait 0 à 200 en 2 secondes 0 à 100, pardon, en 2 secondes 0 à 100 2 secondes 7. Pas mal. Ouais. Et en gros, c'était juste une ligne dans Aqualand. Il y avait une grosse ligne droite et ils ont utilisé ça. C'est 5 € et c'est au profit d'une association. Ouais, c'est un peu cher, mais ça va. Parce que mais non, c'est pas cher. Mais c'est pour la cause, mon chéri. Ils font 2 allées de drag strip qui fait 30 secondes, quoi. Alors, ça va, mais bon. Et donc, tu as pu faire un démarrage en slip start ? Ouais, j'ai pu faire... Et aussi, sur la Model S Plaid, j'ai appris qu'il y a un mode où tu peux faire un 0 à 100, mais qui est que dédié à ça. Oui, il y a un launch mode. Ouais, il y a un launch mode. Et il a activé ça et je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. On se posait la question tout à l'heure, on se disait, il y a toute une génération, c'est-à-dire les enfants qui ont, c'est ça, entre 5 et 10 ans, peut-être 10-12 aujourd'hui, dont on se demande même si dans 10 ans, ils passeront un permis de conduire. Est-ce qu'ils auront envie de conduire ou est-ce que finalement, on aura des voitures qui se conduiront toutes seules et ils auront besoin de se déplacer, mais ils n'auront pas forcément besoin d'apprendre à conduire. Ouais. Toi, tu vas le passer ton permis ? Je vais passer mon permis à 18 ans et puis je vais prendre
une manuelle pour déjà apprendre la manuelle, puis je vais passer à l'automatique. Tu veux apprendre à conduire sur une boîte manuelle, mais pourquoi faire? Tu n'en conduiras jamais une de ta vie? Oui, je sais, mais c'est juste comme ça, si un jour je dois apprendre une voiture, si je suis en vacances et si je dois prendre une manuelle, s'il n'y a que ça, au moins je sais conduire une manuelle. Ok, mais c'est parce que t'as un vrai goût pour la voiture, en fait, t'as envie de conduire. Ouais, j'ai envie de... Déjà, quand j'ai 14-15 ans, je vais essayer de m'acheter une Citroën Ami. Ah, on a beaucoup parlé de la Citroën Ami tout à l'heure. Ouais, j'ai entendu. Et puis à 16 ans, je vais faire de la conduite accompagnée avec papa. Et puis à 18 ans, je vais prendre peut-être une Twingo, une Clio, mais une boîte manuelle. Ah ouais, ouais. Tu veux conduire une voiture thermique à boîte manuelle dans 6 ans? Ouais. Ça me paraît compliqué. Je pense qu'il va se passer des choses d'ici là. Laisse-moi rêver. Eh ben, on te laisse rêver. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. On espère très franchement qu'il vous a plu. On espère surtout que vous êtes bien abonné à ce podcast. Si c'est pas le cas, c'est le moment d'y remédier. Regardez, on vous laisse quelques secondes. Regardez, cliquez sur le bouton là. Regardez, c'est là, c'est marqué abonnez-vous, suivre maintenant sur l'appli Apple Podcast. Je sais, c'est un peu déroutant au début, mais c'est comme tout. On s'habitue. Si vous êtes sur la version audio, sachez que ce podcast, en dehors de cet épisode particulier, existe aussi en version vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, et comme évidemment vous verrez que pour cet épisode on a privilégié l'audio. Promis, dès le prochain on retourne en studio avec la clim et puis ce sera bien plus propre. Si vous voulez soutenir ce podcast, il y a plusieurs façons simples, gratuites, qui sont à votre disposition. On le rappelait tout à l'heure, on vous a pas trop bourré le morceau sur Tesla, mais si vous avez envie d'en acheter une, vous allez trouver un lien dans les notes de l'émission qui vous permettra d'avoir environ 500 € de réduction sur votre voiture neuve, toujours bon à prendre, et qui, moi, me donnera quelques recharges gratuites sur le réseau des superchargeurs de Tesla, par exemple pour venir à des événements comme celui-ci. Bon, évidemment, si vous êtes déjà abonné, parlez de ce podcast autour de vous, parlez-en, vous savez, à votre cousin Jean-René qui arrête pas de vous dire « Ouais, mais avec ton électrique, tu vas faire quoi dans 2 ans quand il faudra changer la batterie ?» parce qu'il n'a pas compris que c'est pas un iPhone. Enfin, et évidemment, c'est le plus important, allez sur votre plateforme de podcast préférée et laissez-nous un commentaire, 5 étoiles, rien en dessous. Les algorithmes sont ainsi faits que c'est la meilleure manière de donner à ce podcast le plus de visibilité possible et lui faire regagner sa position de number 1. Le dernier épisode, d'ailleurs le précédent, est arrivé au numéro 2 dans le hit parade, dans le top 50 d'iTunes, enfin pas d'iTunes, de l'application Apple Podcast. Ça fait plaisir à voir, on est vraiment ravis, on vous remercie infiniment. Au chapitre justement des remerciements, moi je voulais remercier chaleureusement évidemment tous les gens du Tesla Owners Club France qui nous ont invités ici. Je voulais remercier parce qu'ils sont devant nous là, tous les personnels, les gens, les équipes de Walligator qui nous ont remarquablement accueillis, qui ont été absolument charmants, efficaces, disponibles, qui nous ont aidés à sonoriser la scène, à tout mettre en place, à mettre en place toutes les choses dont on avait besoin pour faire ça, pour faire ce podcast dans des conditions de confort acceptables malgré la température. Donc vraiment, et puis venez visiter Walligator Sud-Ouest, il y en a un autre qui est dans le nord de la France, à l'est. Oui, voilà, c'est chouette parc d'attractions, très familial. Alors par un jour de grande chaleur, c'est bien, parce qu'en plus c'est très ombragé. Bref, voilà, Walligator, c'est bon, mangez-en. Les Doigts dans la prise est une production signée Streamstown. Encore une fois, merci à tous nos invités, merci à toi, public présent, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode, et d'ici là, bonne route à tous. Salut.